Télé Antilles dans cette émission, les invités de Mike, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Bouygues, le canal 407 ou encore sur Orange, une émission que vous pouvez également donc suivre depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, mais également chez nos amis corses, dans le sud, une émission que vous retrouvez également sur le Dailymotion, le YouTube ou encore le Facebook de Télé Antilles, entièrement réalisé aujourd'hui par Peggy Ladéon, comme d'habitude, qu'on salue et qu'on remercie par la même occasion, une mise en image qui sera signée Danielle Borilla, notre directrice des programmes, et Jean-François Saint-Louis. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette émission, donc un homme, j'ai envie de dire, d'exception, de communication, journaliste à part entière, animateur donc de radio, télévision, donc bien connu, ancien délégué interministériel, on en parlera bien évidemment dans cette émission, c'est Claudie Siard, que j'ai grand plaisir à recevoir dans cette émission. Ça va, Claudie? Merci beaucoup de me recevoir, cher Mike. Je pense que on se connaît depuis de nombreuses années, oui. Et c'est la première fois que nous faisons ensemble un entretien télévisé. Je crois. Voilà. On l'a fait en radio, mais oui, en télé, radio, oui. Il fallait une grande première, c'est aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup. Voilà, alors je peux le dire, parce que tu es avec moi aujourd'hui, mais tu fais partie de mes mentors, donc ceux qui m'ont, alors je ne veux pas dire conseillé, mais m'ont donné envie donc de passer le cap et d'être là aujourd'hui, donc pour t'accueillir sur ce plateau. Moi, ça me fait quelque chose de, voilà, une petite émotion particulière. Bon. Je vais le dire. Bah moi aussi, mais c'est une question d'amitié et de fraternité. Voilà pourquoi. Alors, je le disais donc dans la présentation, communication, homme de radio, journaliste, animateur, producteur. Donc de tes émissions. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui? Donc on continue toujours sur la même fréquence. Oui, toujours avec RFI. Ouais. Cette émission qui aujourd'hui a 28 ans, a plus de 28 ans, ouais. Une quotidienne, c'est la plus ancienne quotidienne de RFI, et moi je suis très fier, je n'ai pas vu le temps passer, je suis très fier d'animer ce programme, je suis très fier qu'il m'ait permis d'être en prise directe avec l'Afrique et d'être ce que je suis devenu en Afrique. Ça m'a permis d'exprimer mes engagements, d'aller jusqu'au bout de certains combats. Enfin, lorsque je dis jusqu'au bout, on est en train de mener certains combats, et dont le 9e congrès panafricain de l'histoire, qui a été lancé le 22 mai dernier à Lomé, donc avec l'Union africaine et l'État du Togo. Pourquoi je parle du 22 mai? Pour moi, la date était importante. Le 22 mai étant la date de l'application de l'abolition de l'esclavage à la Martinique, même si les esclaves s'étaient libérés, mais la date officielle, c'est le 22 mai. Donc je trouvais ça intéressant. Alors on se promet dans cette émission, voilà. On se promet, Claudie, dans cette émission de tout se dire. Oui. On se dit tous en langue de bois. Oui, toujours. Alors, c'est bien que tu parles d'Afrique. Tu es un enfant donc, de la Guadeloupe, même si tu es né donc, sur l'Hexagone. Alors, je dis Hexagone parce que le terme a un petit peu changé. On ne dit plus la métropole. Alors, tu partages cette... c'est pas que je partage, c'est que, et je vais le dire avec un peu et beaucoup de prétention, je suis probablement celui qui a dit et qui dit depuis des années, il faut arrêter d'employer le terme métropole. Ou alors, si on l'emploie, il faut l'employer parce qu'on estime que nous sommes une colonie. Si on estime que nos régions sont des régions désormais françaises parce que les habitants l'ont souhaité ainsi, eh bien, il faut parler de France. C'est un territoire très clairement défini. Il faut parler d'Hexagone, de ce que vous voulez, de Paris, de ce qu'on veut, mais on ne peut plus dire métropole. Ça me semble être plus que gênant. Et puis, parce que ça veut dire qu'on entretient encore une forme de schizophrénie. Et alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis je suis celui, je le dis avec un peu de prétention. Dès 2007, lorsque j'ai créé la radio donc Tropic FM, lorsque j'ai obtenu la fréquence de Tropic FM, eh bien, il y avait des rendez-vous quotidiens multidiffusés qui s'appelaient Points de repère. Et dans ces points de repère-là, eh bien, j'exprimais, c'était le seul programme que je présentais sur une radio que je dirigeais, que j'ai imaginé, conçu et dirigé. Et j'expliquais différents points. J'ai parlé du ministère de l'Outre-mer, en disant que le ministère de l'Outre-mer, rue Oudinot, était l'ancien ministère des colonies. Des colonies. Et ça n'a pas changé jusqu'à présent. Et non, il est toujours là. Et si vous avez une frange de la population française qui a un ministère dédié, ça veut dire que vous n'êtes pas des Français comme les autres. C'est tout, c'est très simple. On va peut-être pouvoir en parler. Et donc, sur la question de métropole, c'est ce que j'explique dans un des numéros de Points de repère qui a été multidiffusé. Et les gens appelaient en disant, c'est vrai, on se rendait pas compte de ça, on se rendait pas compte. Et j'ai vu au fil des années, on est en 2007, là aujourd'hui nous sommes en 2023, et j'ai vu au fil des années
les gens commençaient à changer et parfois me dire je t'ai écouté, effectivement, je ne dis plus métropole, je dis maintenant Hexagone. Et moi j'avais dit justement Hexagone et je vois que tout le monde reprend et je suis très heureux. Tu sais, c'est la petite tache d'huile qui après se répand sur le tissu. Il y a une allocution du député guadeloupéen Olivier Servat qui dit très clairement à l'Assemblée, on ne dit plus la métropole, on dit l'Hexagone. Oui, mais il l'a dit quand, Olivier? Récemment. Bah oui, moi je te parle de 2007. Voilà. Donc les choses, oui, en même temps... Mais c'est bien, non. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, Olivier étant un élu du peuple, c'est important qu'un élu du peuple, au sein de l'hémicycle, puisse avoir ce genre de propos. Et Olivier est un copain, c'est quelqu'un que je soutiens, et il est aujourd'hui en position de faire bouger les lignes. Et il le fait d'ailleurs. Et il le fait très bien. Donc c'est bien que nos représentants disent ce que la société civile pense et souhaite. Alors, on parle d'élu du peuple quand on parle d'Olivier Servat. Claude Issiard, sur une liste électorale, donc dans une mairie, député, sénateur, ça t'a jamais effleuré l'esprit? Oui. Quoique. Alors, oui. En 2020, je voulais me présenter à Vigneux-sur-Seine. Et mon frère et quelques personnes, parce que c'est une ville où j'ai grandi à Vigneux. Dans le sud de Paris. Dans le 91. Et donc, on avait décidé d'y aller, d'aller dans ce combat-là. Et malheureusement, mon frère m'a dit, il est préférable que l'on renonce. Éric Siard. Il est préférable, exactement, éditeur. Il est préférable que l'on renonce parce que c'est une ville dont le maire était en prison pour des histoires de malversation et que la ville est gangrénée par de mauvais comportements. Et il me dit, moi je connais ta sincérité et ça va être compliqué de conjuguer avec des choses pas très saines. Donc c'est pour ça que j'ai renoncé à cela. Mais j'ai vraiment, j'ai toujours fait de la politique. Lorsque j'ai fait de la politique, c'est en tant que citoyen, en tant que personne engagée et personne qui dit les choses lorsque j'estime qu'elles doivent être dites. Donc oui, j'ai encore aujourd'hui des ambitions politiques, pas pour moi forcément, mais pour nous. Alors, on en parlera bien évidemment dans cette émission. Les invités de Mike, mesdames, messieurs, avec Claude Issiard qui partage ces quelques instants avec nous sur ce plateau. Dans cette émission, les invités de Mike, entièrement réalisée par Peggy Ladéon. Donc, Claudie, alors on parlait donc aujourd'hui, pas d'élection. Tu n'as pas encore donc, eu cette expérience donc, de te présenter donc, devant le peuple, mais une expérience en tant que délégué interministériel. Alors, pourquoi, j'ai envie de dire, pour ce mini-ministère, un poste de délégué et pas de ministre? On se pose la question? Parce que la ministre était quand même Marie-Luce Panchard, qui était la première ministre des Outre-mer, puisqu'avant cela, il n'y avait alors, eu que au ministère des Outre-mer, que des secrétaires d'État, que de petits ministères rattachés au ministère de l'Intérieur. Et là, son ministère à elle, à ce moment-là, est rattaché directement au Premier ministre, comme tous les autres ministères. Le président Macron a dégradé à nouveau cela, ce que Sarkozy avait fait, Macron l'a dégradé puisque c'est redevenu un secrétariat d'État, c'est un ministre délégué. Rattaché donc au... Exactement. Au ministre de l'Intérieur. Au ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire que nos territoires sont des territoires qui doivent être au plus proche du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire du maintien de l'ordre. C'est extrêmement grave. Les gens chez nous ne comprennent pas le sens des actions menées, des décisions prises et de la parole prononcée. C'est extrêmement grave. Alors, lorsque j'étais délégué interministériel, au départ, lorsqu'on me l'a proposé, c'est un des conseillers, deux des conseillers de Nicolas Sarkozy qui me l'ont proposé, Olivier Biancarelli et Benoît Lambrière. Au départ, j'ai dit non. J'ai refusé. J'ai dit non, mais moi, je peux vous aider à trouver quelqu'un, mais moi, je n'ai pas vocation à être là, dans un ministère, dans une délégation. Pas du tout. Il me dit non, mais on a besoin justement de gens comme toi qui sont capables de dire les choses, qui disent les choses et qui ne renoncent pas à leurs convictions. C'était pas si évident que ça. J'ai appelé beaucoup d'amis pour leur demander, des gens en qui j'ai confiance, ce qu'ils pensaient si j'acceptais. Dont Christiane Taubira d'ailleurs. Et ce que les uns et les autres m'ont dit à chaque fois, c'est on a confiance en toi, on a confiance dans ta parole, on a confiance dans ta vision.
et on sait que tu ne vas pas te conforter dans un rôle de délégué interministériel avec directeur de cabinet, chef de cabinet, chauffeur, chargé de communication et tout cela, mais tu vas aller jusqu'au bout de ton combat. Et c'est ce que j'ai fait. Et je citais Marie-Luce Panchard tout à l'heure. Elle n'a jamais hésité à m'aider lorsque j'avais besoin. Lorsque j'avais besoin de sous, lorsque j'avais besoin de ceci ou de cela. Et les engagements qui furent les miens étaient des engagements très clairs. Et mes engagements, on va peut-être en parler ou pas, mais c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que je rappelle... Quels étaient ces engagements? Ben moi, mes engagements, très clairement, c'est comment travailler sur les questions de discrimination et ne pas juste être sur une discrimination ethnique. Et il faut travailler sur le social. Et lorsque tu travailles sur le social, tu te rends compte que la discrimination, elle est ethnique. Et lorsque, par exemple, sur des choses très claires, tu dis, OK, la France est un archipel et qu'il est important aujourd'hui que tout le monde en comprenne les contours. Et que tu dis bêtement, tu sais, de façon très candide, comment se fait-il qu'à la télévision, la météo ne présente que la France hexagonale et la Corse? Les autres territoires ne sont rien. Et là, alors tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. Et là, tu vas voir les chaînes de télévision et tu leur dis, il faut que vous mettiez l'outre-mer. Ce n'est pas à vous à dessiner les contours, de la France. Donc, vous devez mettre toutes les régions d'outre-mer. France 2 a accepté, et je pense à Claude Esclatine, paix à son âme, à France Télévisions, et à Gilles Camouilly, qui m'ont aidé avec Laurent Romeshko, qui m'ont aidé à mettre ça en place, par exemple, sur France 2. France 3 a refusé. M6 m'avait promis de le faire, Nicolas Taverneau, il ne l'a pas fait. TF1, de temps en temps, ils mettent une petite région d'outre-mer, enfin voilà. Bref, l'idée, c'est pas de parler de météo, parce que c'est pas très important, finalement. Mais ça, vous devez comprendre comment vous êtes perçus, comment nous sommes perçus. Ouais. Et surtout... Il faut éveiller les consciences. Non, comment nous sommes relégués. C'est-à-dire que nous n'existons pas. Puisque ces gens ne l'ont pas fait, ça veut dire que nos territoires, nos régions n'existent pas. Et si on nie vos territoires, on nie les problématiques, justement, inhérentes à vos territoires. Et c'est ça qu'il fallait comprendre. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu sais, lorsque vous arrivez à la délégation et que vous savez qu'un homme martiniquais est incarcéré depuis 46 ans, il est rentré sous De Gaulle. Ouais. Parlez de Marny? De Pierre-Juste Marny. Ouais. Et moi, en arrivant, ma première conférence de presse, parmi tout ce que je dis, je vais tout faire pour que cet homme soit libéré. Parce qu'il n'est pas normal qu'il soit encore en prison. D'accord. Il n'a pas été libéré, il meurt en prison. Alors, non, les avocats viennent me voir à Paris pour me dire, ils n'imaginaient pas qu'un jour quelqu'un, à la tête de la délégation, donc dans la haute administration française, parce que je voudrais juste rappeler qu'un poste de délégué interministériel, c'est pas le gouvernement, c'est une délégation, et c'est l'administration, donc. Et ils viennent me voir, on en parle, on voit comment on va essayer de faire bouger les choses pour que justement il puisse être libéré enfin. Et puis il se suicide dans quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Ouais. Il se suicide. Ça a été un moment, c'était un dimanche, je me souviens très bien. Ça a été un moment extrêmement dur pour moi, extrêmement difficile, parce que je n'imaginais pas, parce que je pensais que on allait pouvoir lui permettre de recouvrer la liberté. Et une liberté qu'il méritait après tant d'années d'incarcération et une vie totalement brisée. Il fut le plus vieux prisonnier de France. Hein. Exactement, c'était le plus vieux prisonnier, le plus ancien prisonnier de France. Et puis parler également de la condition sociale des plus jeunes, la condition des plus humbles en France hexagonale, qui n'ont parfois pas les moyens de rentrer au pays, avoir même un billet d'avion. Et donc on avait négocié avec toutes les compagnies pour avoir des billets gratuits pour pouvoir permettre aux gens de rentrer chez eux. Ouais. De rentrer en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Gratuit, ça reste de l'utopie quand même. Non, mais non, nous on l'a fait en tout cas. Ouais. Nous on l'a fait avec la case sociale antillaise, avec Gaston Calife, on l'a fait. On a réussi à le faire. Je sais que ça s'est effondré après. Et puis, ce qui est important, c'est, je vais pas mettre à dire tout ce qu'on a été. On a fait le premier forum entrepreneurial pour l'outre-mer. C'est sous ma délégation qu'on l'a fait. Donc 2011-2012. Mais j'ai pas envie de dire tout ce que j'ai fait parce que c'est pas ça qui est important. C'est important en même temps que les gens sachent. Le plus important, c'est pas ça parce que c'était 2011-2012, on est en 2023. Ce qui est important, c'est que je puisse dire que dans mon dernier rapport, au regard de tout ce que j'ai vécu, au regard d'une certaine condescendance de certains responsables de l'État, et pas du président de la République de l'époque, dans mon dernier rapport, je dis que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et que nous sommes fondés à aller vers une évolution statutaire qui va bien au-delà des articles 73 et 74. Lorsque je dis ça, c'est une bombe. Et
parce que je suis un homme libre, parce que je suis un militant qui est devenu délégué interministériel, je ne suis pas quelqu'un qui cherchait à faire carrière dans la haute fonction publique. La preuve, c'est que j'ai démissionné. J'ai démissionné le 27 juillet, le vendredi 27 juillet 2012, et j'ai repris la radio le lundi 30 juillet. Enfin voilà, c'est ce que je veux expliquer par là, c'est que on doit entrer en politique. On doit entrer dans les rouages de l'État. On doit entrer dans les postes de la haute administration pour, à un moment donné, pouvoir donner les cartes, pouvoir dire notre position, pouvoir dire que ce qui est fait n'est pas de nature à créer de la cohésion nationale. Là, on reste sur un sujet franco-français, mais et sur l'outre-mer. Et puis, moi, je voulais faire comprendre aux uns aux autres aussi que l'outre-mer est bien plus vaste que nos territoires. Lorsqu'on parle de nous, par exemple, nous, afro de la Martinique et de la Guadeloupe, on parle d'Afrique. On parle de cette réalité-là. Et aujourd'hui, en France, de jeunes Français d'origine africaine ont la même réalité que de jeunes Français d'origine antillaise, guyanaise, réunionnaise, mahoraise et autres. Alors, question que je te pose, mon cher Claudie, est-ce que à travers donc toute ta démonstration là, aujourd'hui sur le plateau, est-ce que, alors tu l'as toujours dit, tu as toujours sorti une expression qui dit ouais, nous sommes des Français à part entière. Oui. Est-ce que aujourd'hui très clairement donc les Antilles, donc l'outre-mer en général, la Martinique, les Guyanais, les Réunionnais, on est un rang au-dessus, voire même plusieurs rangs en dessous des autres. La loi de départementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, 48. Et de la Guyane, non, 46, 19 mars 1946. Et cette loi de départementalisation, d'ailleurs, le mot départementalisation, nous le devons à Césaire. Oui. Puisqu'au départ, l'État français voulait appeler ça la loi d'assimilation. Et Césaire a refusé cela, et très clairement en disant que nous sommes des peuples. Il n'y a pas de raison de nous assimiler. Nous sommes de nationalité française, mais nous sommes des peuples avec des identités, avec des cultures différentes, pas opposées, mais probablement complémentaires. Donc, c'est lui qui trouve ce mot de départementalisation. Et tout cela parce qu'il y avait une extrême pauvreté sur nos territoires et qu'il fallait que cette pauvreté endémique, eh bien, soit stoppée, soit freinée. On voit que plusieurs décennies après, nous sommes au XXIe siècle, alors, il y a moins de pauvreté, évidemment. On ne va pas dire que la pauvreté est la même. C'est évidemment que les choses ont beaucoup changé, que le niveau de vie des gens a extraordinairement évolué. Mais on est encore dans une situation face à la France hexagonale de relégation. Nous avons les mêmes droits, mais ils ne sont pas appliqués. Nous avons les mêmes devoirs et on nous oblige à tenir à nos devoirs. Et on voit bien que la France, aujourd'hui, continue à nous traiter comme étant des territoires de seconde zone. Nous sommes, pour cette France-là, je vais faire très attention à mon propos, parce que il est très important aujourd'hui d'avoir des nuances dans ce que l'on dit. Pourquoi ? Parce que nos paroles peuvent être mal interprétées, alors que moi, je suis quelqu'un qui souhaite construire. Je suis pas quelqu'un qui veut détruire. Je suis quelqu'un qui veut construire. Je suis quelqu'un qui veut conjuguer les talents et qui veut que la parole circule. Je suis prêt à tout entendre si l'autre accepte aussi d'entendre. Donc, je vais essayer d'être très précis et de mesurer mon propos. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est une situation néocoloniale. Dans le sens où le traitement accordé aux régions françaises de l'Hexagone c'est-à-dire, nos régions ne sont pas traitées de la même façon que les régions de l'Hexagone. Voilà, c'est dans ce sens-là plutôt qu'il faut dire les choses. Et on le voit bien sur les problèmes de justice. On pourrait parler de l'affaire Claude Jean-Pierre, on pourrait parler de Kézia, on pourrait parler de tant de gens dont les médias n'ont pas parlé. L'affaire du chlordécone, c'est-à-dire que l'affaire du chlordécone, c'est l'affaire du sang contaminé à la fin des années 80, début des années 90 en France. C'est le sang contaminé. Alors on nous dit aujourd'hui, oui, mais au regard de la loi, il est impossible de juger les personnes qui ont pris de telles décisions. En gros, il y a prescription. Il y a prescription. Et donc, non-lieu. Qui fait les lois ? Ce sont bien nos parlementaires. Si les lois aujourd'hui ne peuvent pas juger ce qui est, de toute évidence, un vrai crime contre l'humanité,
Parce qu'on empoisonne les nappes phréatiques, on empoisonne les plus forts taux de cancer de la prostate au monde sont enregistrés en Guadeloupe et en Martinique. Donc, si on est conscient de ça, on ne peut pas dire que des hommes vont mourir d'une pathologie parce qu'on a volontairement empoisonné des sols. Et puis, on ne sait pas quelles sont les pathologies qui vont se développer dans l'avenir et qui toucheront des femmes et des enfants et de tout sexe. On ne sait pas. Et donc, lorsque vous avez l'État qui est incapable de dire, eh bien, si la loi aujourd'hui ne peut pas juger, eh bien, on va changer la loi pour pouvoir juger. Lorsqu'un État n'est pas capable de faire ça, lorsqu'il ruse avec les principes démocratiques, lorsqu'il ruse avec la loi, qui ne lui sert qu'à continuer à asseoir son pouvoir, eh bien, nous sommes dans une situation où cet État-là est un État c'est un État délétère. C'est un État qui est incapable de répondre aux préoccupations de tous les citoyens, de tous ces citoyens. Mais en même temps, Claudie, ça, donc c'est bien. Je pense que ta question est, est-ce que cette France est discriminante? Ouais. Est-elle raciste envers... La France est-elle raciste? La question, on peut se la poser très clairement. C'est idiot de dire que la France est raciste. Ouais. Parce que la France, qu'est-ce que c'est? La France en elle-même ne peut pas être raciste. En revanche, des individus qui ont du pouvoir peuvent être racistes. D'accord. Et peuvent entraîner d'autres à exprimer la bêtise raciste. Mais à travers ce que tu dis, la France n'aime pas tous ses peuples. Alors, il y a aujourd'hui, à la tête de l'État, il y avait hier et avant-hier, et donc les gouvernements successifs qui ont inconsciemment... Et pas aujourd'hui? Non, si, je dis aujourd'hui. Je dis il y a aujourd'hui, hier et avant-hier, des femmes et des hommes, des gouvernants, qui ont consciemment ou inconsciemment entretenu une parole raciste. Tout simplement, par exemple, en refusant à l'autre d'exister et de dire qui il est. Tout simplement en refusant de reconnaître l'histoire particulière de l'autre. En reconnaissant que sa position sociale aujourd'hui est due à l'histoire. Que le poids de l'histoire est toujours là. Si nous avons un ministère des Outre-mer, c'est bien parce qu'il y a eu la colonisation, c'est bien parce qu'avant cela, il y a eu l'esclavage. Si aujourd'hui, il y a des Noirs sur ce territoire-là, des Indiens sur ce territoire-là, on parle de Guadeloupe, Martinique, Guyane, on pourrait dire aussi les Mangues en Guyane aussi, à La Réunion avec des Chinois aussi, c'est bien parce qu'il y a eu colonisation ici et là. Si aujourd'hui, il faut encore que des élus se battent pour réclamer ce qui est accordé à d'autres, c'est bien parce que le poids de l'histoire est là. Lorsque vous êtes corse et que vous attestez d'une adresse en Corse, vous avez un billet d'avion ou de bateau moins cher. Et lorsque j'étais délégué, j'avais expliqué un principe accordé dans une France qui se dit citoyenne et républicaine. Un principe accordé à certains doit être accordé à tous. Et donc, nous devions, nous aussi, pouvoir bénéficier, nous devons pouvoir bénéficier de cette continuité territoriale qui nous est refusée. Pourquoi est-ce qu'elle nous est refusée? Parce qu'on est plus faible dans nos revendications? Lorsque vous avez un État qui est capable, et là je parle d'aujourd'hui, qui est capable de supprimer, pour la première fois dans l'histoire de France, l'État supprime une chaîne de télévision de service public. François. Cette chaîne-là, elle permettait, puisque c'est après 2009, au moment des États généraux de l'Outre-mer, dont j'étais le rapporteur de la commission Culture et Visibilité, une commission qui était présidée par Greg Germain. Et lorsque nous obtenons la TNT nationale pour François, pourquoi nous l'avons obtenue? Parce que le président de la République de l'époque, le gouvernement avait bien compris qu'il fallait que tout le monde comprenne quels sont les contours de la France. À la fois les originaires d'outre-mer, pour qu'ils se voient, pour qu'on puisse promouvoir les talents et dans tous les domaines, et que les Français comprennent quels sont les contours de la France. Et pas seulement des contours géographiques, des contours culturels, identitaires. Voilà quel était le combat. Et lorsque vous avez aujourd'hui, et moi je m'en suis entretenu avec ça, avec le président de la République, Emmanuel Macron, on s'en a parlé souvent, et de façon très décontractée, et je lui ai dit, avant même que la chaîne soit supprimée, je lui ai dit, la suppression de François serait une erreur stratégique et politique. Lui arguait qu'il voulait que l'outre-mer soit partout. Je lui ai dit, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on sera partout et on est nulle part. C'est pour ça qu'il y a une chaîne. Ouais. Et supprimer cette chaîne avant que l'on soit partout, c'est un problème. Et aujourd'hui, on le voit bien. Il y a eu un rapport de l'Arcom qui le dit. Que le recul de l'outre-mer dans sa présence médiatique en France hexagonale. Encore plus prononcé le aujourd'hui. mépris, oui, bien sûr. Il y a eu Parce qu'à un moment donné, on a pensé que les choses allaient se développer. On a des mais ça ne animateurs peut qui pas. sont arrivés, dont toi, dont Non, d'autres. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ouais. Et c'est là où nous devons, nous, afro, sortir de l'émotionnel. Lorsque mon frérot, tu connais ma proximité avec Harry Roselmack, lorsque Harry arrive à TF1, on a le sentiment que tous les Noirs disent « ça y est, c'est bon, on est arrivé Ouais. ». Ça va bouger. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tu regardes le service public, nous sommes absents. Tu regardes la composition du gouvernement, il ne correspond, nous sommes absents, il ne correspond pas à la rue française. Promenons-nous dans la rue et regardons les visages. Regardons les couleurs de peau, les religions différentes. Et c'est en cela que tout ce qui se joue aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces violences qui s'expriment, après la mort de Naël, qui devient un prétexte pour beaucoup, pour dire leur colère, pour exprimer une colère. Alors lorsque je dis ça, je n'encourage pas, évidemment pas, ceux qui pillent, qui cassent, qui brûlent le bien de gens qui n'ont rien souvent, ou qui ont si peu. Évidemment non. Évidemment que je dis aux jeunes, rentrez chez vous, ne sortez pas, ne vous exposez pas, ne faites pas en sorte que vous ayez un casier judiciaire, protégez-vous, on a besoin que vous soyez, que vous grandissiez pour être meilleurs demain. C'est ça que j'ai envie, je regarde la caméra pour leur dire, parce que si certains nous regardent. Mais dans le même temps, si vous ne traitez et vous ne regardez que les effets et pas les causes, eh bien, parce que les émeutes s'arrêteront, il n'y aura plus d'émeutes. Le problème sera réglé. Les gens rentreront chez eux et beaucoup auront le sentiment que tout est réglé, que tout est terminé. Sauf que, et là je vais faire un petit retour dans le passé, en 2005, les émeutes de 2005, nous sommes en 2023. Dis-toi bien que... Qui ont duré un mois, quasiment. Oui, les parents de ceux qui brûlent aujourd'hui sont peut-être ceux qui en 2005 étaient dans la rue. Et qui ont brûlé, qui ont cassé. Ceux qui brûlent aujourd'hui seront probablement les pères de ceux qui brûleront demain si on ne fait rien aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a un problème fondamental. Il faut La société française a un problème fondamental. Il faut creuser, il faut régler ce problème. Non, le problème fondamental de la société française, c'est son repli identitaire. Le repli identitaire de certains Français. Et ce repli identitaire, c'est un repli identitaire blanc. Moi, je suis très clair, moi, j'aime pas passer par les trucs... c'est un repli identitaire blanc. Lorsque vous avez des responsables politiques, des intellectuels qui sont capables de vous dire encore aujourd'hui sur les chaînes de télévision d'information et pas seulement que la France est un pays judéo-chrétien de race blanche, vous avez un problème. Lorsque vous avez Pascal Perrineau, qui est un politologue français et professeur à Sciences Po, lorsque cet homme est capable de dire sur le plateau de C'est dans l'air pour comparer, parce qu'il comparait les États-Unis à la France, et il dit contrairement aux États-Unis, la France n'est pas un pays multiracial, donc multi-ethnique, multiculturel. Mais où vit-il? Où vit-il? Bien sûr que, et sur le plateau, personne n'a rien dit. Personne ne lui a dit, mais vous ne pouvez pas dire ça. Et je suis même allé beaucoup plus loin. Ça veut dire que pour lui, on en revient encore à la négation de l'outre-mer dans l'ensemble français. Ça veut dire que pour lui, les Antilles, la Guyane, la Kanaki, la Polynésie, l'île de la Réunion, Mayotte, alors Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont blancs, enfin bref, Saint-Barth, tout ça, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a que des Blancs pour lui. Pour lui, il n'y a rien. Mais, et c'est ce que les uns et les autres nous disent. Ils veulent ramener, ils veulent mettre au pas des jeunes, qui encore une fois, je le dis, hein, les actes commis sont des actes délictueux. Et donc, il est normal que la police fasse son travail et que la justice sanctionne.
Mais une fois qu'on a sanctionné, on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème de l'extrême pauvreté, on ne règle pas le problème de la relégation, on ne règle pas le problème des inégalités de traitement qui persistent et qui perdurent dans notre pays, on ne règle pas le problème du poids de l'histoire. Parce que la problématique est là. C'est ça aussi. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait, en France, une politique de quotas. On voit aujourd'hui aux États-Unis, la Cour suprême a décidé de supprimer ce qu'on appelait l'affirmative action, que les Français traduisent par la discrimination positive, qui sont deux mots antagonistes, qui ne vont pas ensemble. La discrimination ne peut pas être positive. L'affirmative action, c'est l'affirmation des gens, de l'action des gens. Voilà, moi je préfère le traduire comme ça. Et moi je suis en France pour une politique de quotas. Parce que la politique de quotas, elle va permettre de changer les regards des uns sur les autres. Et aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez une France qui... un État français qui veut régler les choses par le tout sécuritaire et par une forme de répression. Et pas à un moment donné en se disant « Ok, on va s'arrêter, on est dans un vrai repli identitaire, on va essayer de discuter, de dialoguer, de voir comment. » Et moi, j'ai un projet sur ça. Mais en même temps, non, mais j'ai un projet très précis sur ça. C'est l'opinion publique aussi qui... Mais qui est l'opinion publique? Tu n'es pas l'opinion publique? Oui. Je ne suis pas l'opinion publique. L'opinion publique n'est détenue que par celles et ceux qui habitent le 7e arrondissement, le 8e arrondissement ou Neuilly. C'est ça, l'opinion publique? On est aujourd'hui, tu sais, il y a une loi qui a été votée en France, qui est une loi destructrice. Destructrice pour la cohésion nationale. Cette loi, c'est la loi contre le séparatisme et le communautarisme. Contre qui est-elle dirigée, cette loi? Contre nous. Elle est dirigée contre nous. Les victimes de discrimination raciale, discrimination à l'embauche, tout ce que tu veux, ne sont ni séparatistes, ni communautaristes. Ne le sont, pour moi, que les adeptes du grand remplacement. Les Zemmour et les autres. Ceux-là, oui, le sont. L'extrême droite est, pour moi, séparatiste, parce qu'elle n'accepte pas la France telle qu'elle est. Mais en même temps, Claudie, quand on parle de ces partis extrême droite, RN, enfin bon, peu importe. Mais tu peux parler de Renaissance aussi. Hein. Ceci dit, pour moi, c'est un parti de droite. Hein. Ceci dit, alors, ce sont ces personnes qui sont, on peut le dire, donc à la tête de l'État, qui représentent donc l'État français, mais les autres, à part entière, comme tu dis, les autres. Quels autres? Ce sont des gens qui aujourd'hui ne croient plus du tout en la politique. Ce sont des gens qui ne veulent plus forcément quand on dit qu'on n'est pas représenté. Mais nous, il va falloir. Oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, que faut-il faire? Il y a une France qui ne croit plus à rien. Et cette France-là, ben, pour se défendre, pour contester, ben, descend dans la rue, brûle et c'est pas la solution. Et tente de se faire justice. Mais c'est pas la, évidemment voilà, pas la solution. Cette France-là elle-même, mais en même temps, c'est la réalité des choses. C'est vrai. C'est la réalité des choses. Bien sûr. Non, mais c'est ce que je veux expliquer depuis. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'encourage pas. Ouais. Expliquer, ce serait facile d'expliquer pourquoi. Enfin voilà, mais je pense que personne aujourd'hui, normalement constitué intellectuellement, ne peut justifier, encourager ce qui est commis, ce qui est perpétré aujourd'hui dans les rues de France. Personne. Celui qui fait ça, c'est que c'est un inconscient, et à la limite, c'est lui qu'il faut arrêter et mettre en prison. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ouais. Parce que on est face à un État qui, pour moi, est aveugle et sourd. Moi, j'ai beaucoup cru en Emmanuel Macron. Vraiment, je le dis, dès qu'il était candidat. Moi, je me suis dit, on y va. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, moi, je fais plusieurs choses avec lui, dont la dernière opération sur le sommet à Montpellier, le sommet Afrique-France, avec les jeunes. Que tu as animé, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et si tu veux, alors je le dis, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais voulu dire jusque-là, mais là, je vais le dire. Tout ce que vous m'avez vu faire en présentation politique et autres, je n'ai jamais été payé pour le faire. Jamais. C'était pour moi un rôle de citoyen. Lorsque je présente ce moment-là, c'est parce que je veux, par ma présence et mon propos, l'image qui est la mienne, faire avancer les choses. Et je ne veux pas être payé. Je n'ai pas à être payé. C'est très important que je le dise parce que moi, ça me permet d'être libre. Le fait de ne pas être payé par un politique me permet d'être libre. Libre de ma parole, libre de dire je suis d'accord, libre de dire je ne suis pas d'accord. Et donc, au début, élection de Macron, je crois en lui. Et puis, je vois tout ça se déliter au fur et à mesure. Il y a dans son entourage des gens pour qui j'ai une grande amitié. D'accord. Emmanuel Macron ne t'a jamais proposé un poste de...
Alors c'est très étonnant parce qu'au moment de non, mais je te poserai quand même la question. Je vais te répondre. Au moment de sa réélection, alors j'avais toujours des amis qui m'appelaient en me disant alors, mais il va te proposer quelque chose, Et moi je répondais toujours aux gens, mais il ne faut pas qu'il me propose, certainement pas, parce que je refuserais. Donc non. Mais beaucoup de gens pensaient qu'il allait me proposer quelque chose. Alors il m'a rien proposé, je vous rassure, il m'a rien proposé. Mais donc j'ai pas eu l'occasion de refuser. Mais pourquoi refuser alors que... Non, mais parce que je pense que sur plein de choses à ce moment-là, il fallait pas que ce soit moi. Ouais. Il aurait pu me proposer quelque chose dans un autre domaine que j'aurais pu accepter. Mais pas au gouvernement. Mais pas au gouvernement. Ouais. Non, parce que je pense qu'il y a des femmes et des hommes qui seraient bien plus... qui seraient à leur place. Ouais. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la ministre de la Culture, Rima, qui est une copine, et je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle parle, elle dit les choses, elle y va, elle rentre dedans. Bon, je vais pas passer tous les ministres en revue, c'est pas ça, mais non, je pense que c'était pas moi. Mais à un autre poste où on peut rentrer dedans, oui. Ouais. Peut-être ministre des Outre-mer. Mais moi, je serais devenu un ministre des Outre-mer pour casser le ministère des Outre-mer. Parce que ce ministère c'est pas normal. Ouais. Que l'ancien ministère des colonies soit un ministère qui régisse encore. D'ailleurs, il faut changer il faut le sortir de ce... Mais je l'avais dit à l'Élysée, j'avais dit, il faut supprimer le ministère des Outre-mer. Parce que si vous persistez à maintenir un tel ministère, cela veut dire que vous envoyez encore le signal à cette frange de la population française qui ne sont pas tout à fait français. On m'a pas écouté. De toute façon, tout ce que je leur ai dit, ils m'ont pas écouté. Alors, et donc on y est. Claudie, que ce soit sur l'Afrique, ouais, ou que ce soit sur la politique française. Claudie, alors, très honnêtement, oui. Moi j'ai toujours pensé, on a toujours pensé que dans notre communauté, il faut le dire, donc la communauté antillaise de Paris, on représente quand même 1 million de représentants donc, ici sur l'Hexagone. Moi j'ai toujours pensé très honnêtement que il fallait qu'on ait un homme ou une femme de conviction, quelqu'un pour nous représenter au plus haut niveau donc, de la sphère publique, politique. Et pendant des années, moi, très honnêtement, j'ai toujours pensé que tu prendrais position et que le Claudicea qu'on regardait tous les dimanches matins donc, dans Mascarine et que la France adulait et regardait donc, tous les matins, on n'allait pas faire du sport parce qu'il y avait Claudicea qui venait avec sa rubrique. Moi, j'ai très, très honnêtement pensé que un jour, tu incarnerais donc cette représentativité pour nous et c'est jamais venu. Pourquoi? Alors, mais parce que à côté de ça, moi je faisais mon métier et j'aimais beaucoup ce métier-là. Ouais. Et ce métier-là, je l'ai fait justement parce que je pensais que par le biais de la culture, on pouvait affirmer ce que nous sommes, conjuguer les talents et mener des combats militants. C'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Et c'est vrai, je vais être très honnête là encore, je me suis souvent senti tiraillé entre cette envie d'aller totalement dans le combat, dans le combat citoyen et politique, et de continuer à faire mon métier. Et aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que j'aille beaucoup plus loin et que désormais, j'aille sur le terrain politique. Terrain politique, politicien, parce que la politique, j'en fais. Ouais. Et dans les années 80, tu pensais pas du tout? Non, je pense parce que à la fin des années 80, tu étais ce symbole, tu étais cette mascotte. Ouais, mais à la fin des années 80, celui qu'on voyait que les Antilles attendent. Enfin, on attendait ce moment. Oui, mais à la fin des années 80, début des années 90, en réalité, je suis quelqu'un qui est, je suis en colère. Ouais. Même si je mesure ma colère parce que j'ai reçu une très bonne éducation, merci maman. Mais je suis pas prêt. Moi, je sais que je ne suis pas prêt. Je sais que je suis pas prêt à ce moment-là, et je comprends que pour exister, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il me faudrait entrer dans un parti politique traditionnel. Oui, mais en même temps, tu étais sur un média national. Non, oui, bien sûr. Ouais. Et ça, je ne le voulais pas. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique français. Jamais. Mais avec des convictions. Mais avec des convictions. Ouais. Que je pouvais, je suis toujours sorti plus à gauche, très clairement, même très à gauche. Et justement, moi j'ai été surpris donc de voir donc un homme avec des convictions très à gauche dans un gouvernement de droite, celui de Nicolas Sarkozy. Mais alors encore une fois, c'est pour ça que je dis, je n'étais pas au gouvernement. Ouais.
Le poste de délégué interministériel, c'est un poste administratif. Donc pas C'est politique. l'État. Donc Mais pas non. politique. C'est pour ça que lorsque Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle, moi je suis resté délégué interministériel. C'est un peu comme Mais si tu es nommé c'est- quand même par le président. Ah bah oui, parce que ce sont des postes importants. Ouais. C'est comme les préfets, c'est comme les directeurs de grandes entreprises. T'es nommé en D'accord. Conseil des ministres. D'accord. Ah bah oui, non, mais ça c'est normal. Mais si tu veux, ce n'est pas le gouvernement. Qui dit gouvernement dit que tu es encarté dans un parti. Forcément. Enfin, tu vois, ça me paraît évident. Non, ça que cette précision, elle est très importante parce que même à l'époque, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et je vais être honnête parce que lorsque j'ai fini par accepter, j'ai dit d'accord, mais moi je ne veux participer à aucune campagne présidentielle. Et on m'a dit oui, aucun problème. Et cette parole a été respectée jusqu'au bout. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et je dis les choses. L'équipe de Nicolas Sarkozy ne m'a jamais embarqué dans leur campagne parce que c'était le deal que nous avions au départ. Je referme cette parenthèse. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'aller en politique. D'accord. Il est pour moi hors de question de rejoindre un nouveau parti qui vient de se créer ou des partis déjà existants ou des partis qui se refondent ou autres. Hors de question. Nous ne sommes toujours que les faire-valoir dans les partis politiques des autres. Nous ne sommes toujours que des pièces rapportées dans les partis politiques des autres. Nous sommes toujours des utilisés pour attirer les nôtres vers les partis qui nous donnent un petit strapontin. C'est terminé, ça. Donc, tu ambitionnes donc de monter, alors non pas ton parti, mais ton propre mouvement. L'idée, c'est de monter un mouvement citoyen au départ. Ouais. Comme l'a fait le président Macron. Oui, mais sauf que lui, il a monté un mouvement citoyen pour devenir président. Ouais. Moi, c'est pas ça. On monte un mouvement citoyen parce que il y a une urgence aujourd'hui de rassembler celles et ceux qui ne se reconnaissent plus. Et tu n'ambitionnes pas de devenir président de la République? Non. Je vais terminer. C'est très important ce que je vais dire. Et la chronologie. Ouais. Aujourd'hui, cette société est malade. Et les nôtres sont perdus dans une société malade. Et donc, il est très important, lorsque je dis les nôtres, je parle de Français qui ne se reconnaissent plus dans cet état-là, qui se sentent marginalisés dans ce qu'on disait tout à l'heure. Stigmatisés en permanence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce sont ceux qui ne votent pas aujourd'hui. Oui, mais beaucoup ne votent pas. Ouais. Beaucoup ne votent pas. Qui sont tous les jours sur des chaînes de télévision, dans des radios, stigmatisés, marginalisés, insultés. Comme si le racisme était devenu une opinion en France. C'est toujours un délit. C'est toujours un délit puni par la loi. Mais personne ne dit rien, ou si peu, ou trop peu. Et donc, pour nous, monter un mouvement citoyen. Monter un mouvement citoyen pour poser les problématiques. Quelles sont les problématiques que rencontrent certains Français qui ne sont pas pris en considération? Les problématiques sont les suivantes. Qu'allons-nous faire pour agir et faire entendre notre voix et rassembler? Il y a déjà une première opération que nous allons monter l'année prochaine. Et puis, autour de l'identité nationale. Lorsque Nicolas Sarkozy, beaucoup s'en souviennent, a voulu justement l'identité nationale, l'identité française nationale. Comme il a voulu monter un ministère d'ailleurs. Il avait monté un ministère. Oui, il y avait, bien sûr. Il y avait, c'était sous Chirac. C'était sous Chirac et c'est Azouz Begag qui était ministre à ce moment-là, de ce ministère-là, dont j'oublie l'appellation précise. Lorsque je ne sais plus ce qu'on disait, Azouz Begag m'a fait perdre le fil de ce qu'on disait. Bref, ce mouvement. L'idée, c'est qu'il y ait à l'intérieur des femmes et des hommes qui, à un moment donné, réfléchissent sur la pertinence de présenter des candidats en 2026 au municipal et en 2027 à la présidentielle et aux législatives. Il va falloir y réfléchir. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être que ça restera juste un mouvement citoyen qui, au regard des alliances que nous pourrions peut-être former, eh bien, avec des partis en place, nous engagerions peut-être à. Ouais. Vous voyez, c'est pour l'instant tout est flou parce qu'on n'y est pas encore. 2027, c'est proche et c'est loin à la fois. Mais en même temps, oui, c'est demain. 2027. Mais oui, et il va se passer beaucoup de choses. L'idée avant tout, c'est un mouvement citoyen qui va rassembler des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, qui aujourd'hui sont les laissés pour compte de la société française. Alors, les premières attaques seront évidentes. Les premières attaques seront, c'est un parti communautaire. On l'a entendu, ça.
C'est un parti, oui. Des gens ont commencé déjà à dire que Claudie veut monter un parti politique communautaire. Je rappelle que c'est un mouvement citoyen. Et je rappelle que la France n'est pas un pays de communauté, mais un pays de citoyenneté. Et qu'on ne regarde pas la couleur de la peau, l'origine, le sexe ou la religion du citoyen. C'est interdit. C'est très important. Donc lorsque les gens nous attaquent et nous traitent de communautaristes, ou nous traiteront ou nous traiteraient de communautaristes, il sera, pour nous, la réponse, ce sera un missile. Ce sera facile. À ce moment-là, je regarde tous les partis aujourd'hui en France et je dis ce sont des partis communautaires. Même le gouvernement. Et même le gouvernement. Alors même s'il y a quand même Papa Ndiaye, il y a Rima, enfin bref. Mais bon, c'est pour moi, ce gouvernement, d'un point de vue ethnique et autres, ne représente pas la France, très clairement. Mais bon, je referme cette parenthèse. Donc là, aujourd'hui, nous, on est... moi, j'ai fait le tour de France et j'ai rencontré des femmes, des hommes avec qui on a parlé. Ça fait 1 an et demi que le projet, il est là. D'accord. Donc le projet est en marche. Oui. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, bravo. et aujourd'hui, évidemment, maintenant, les choses vont se concrétiser. Ouais. Et encore une fois, c'est une association, c'est un mouvement citoyen. Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'identité nationale. Lorsque Nicolas Sarkozy pose la problématique de l'identité nationale, c'est mal perçu parce que c'est politique, parce qu'il est de droite et que des gens de gauche trouvent ça raciste. Si la société civile, elle, pose la question, qu'est-ce que l'identité française ? Qu'est-ce que l'identité nationale ? Est-elle monolithique ? Ou est-ce que l'on peut dire qu'il y a des identités au sein d'une seule France ? Que cette identité française, je vais même être beaucoup plus précis, c'est une identité plurielle. C'est ça l'histoire. C'est identité plurielle. Avec plusieurs communautés. Mais oui, qui composent la France. Ouais. Des gens qui ont des origines portugaises, italiennes, maliennes, arméniennes, enfin, ce que l'on veut. Mais qui pourraient se retrouver dans un projet commun. Mais c'est le cas. Ouais. Le projet commun, c'est celui de la France. La France est mélangée, diverse et variée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Le problème, c'est que le politique, lui, ne le voit pas de la même façon. C'est qu'une partie de l'intelligentsia ne voit pas ça de cette façon-là. Et voudrait, encore une fois, stigmatiser des gens en disant, lorsqu'il y a de la délinquance, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je voudrais vraiment très vite, mais qu'on parle de délinquance. La délinquance, qu'est-ce que c'est, si ce n'est le fruit de la pauvreté ? Ce n'est que ça. Les maisons cambriolées, les voitures que l'on casse, que l'on vole, le trafic de drogue et des choses comme ça. Ce sont des activités de gens pauvres. Moi, j'habite Paris et dans le quartier dans lequel je vis, les gens qui vivent dans ce quartier-là n'ont pas besoin de ça. Et si on ne s'attaque pas aux causes et on ne voit que les effets, on a un problème. Comment résorber la pauvreté en France ? J'avais dit un jour à un ministre, dont je vais taire le nom, je lui avais dit, je vais t'emmener, je vais te montrer là où des gens vivent en France. Viens, je vais t'emmener. Et je l'avais emmené à Montfermeil-les-Bosquets. Je lui ai dit, viens voir. Et lui n'imaginait pas, même les images à la télévision qu'il avait vues de certains quartiers, il ne pensait pas que c'était ça, que ça ressemblait à ça. Puis elle est là, la France aussi. La France, elle est là. Et donc, c'est comment est-ce que nous, on arrive à avoir un propos dans le débat public qui permette de faire réagir. Et non pas on a le sentiment souvent que les politiques se sentent acculés lorsqu'on leur dit quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a eu le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, c'était le 5 mai de l'année dernière, le président de la République y a fait un discours. 5 jours après, il y avait le 10 mai, donc les cérémonies nationales du 10 mai, où lorsqu'il y a présence présidentielle, il y a parole présidentielle. Il n'a pas pris la parole. Le message a été dévastateur. Napoléon Bonaparte, celui qui rétablit l'esclavage à la Guadeloupe et qui tente de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Et de l'autre, celles et ceux qui rendent hommage aux victimes de l'esclavage, à leurs ancêtres, et pas seulement, et eux ne sont pas honorés par la parole présidentielle. Ça a été dévastateur. Et pourquoi je vais expliquer la complexité des choses ? Nous sommes dans un pays aujourd'hui où il y a Napoléon, qui est un grand homme.
par des Français, il est considéré comme étant un grand homme. Il a modernisé la société française, il a tout ce que vous voulez. Pour d'autres pays européens, c'est pas un grand homme, c'est un tueur, un mec qui a fait des guerres partout. Pour nous, antillais, alors la Martinique non, parce que la Martinique s'était déjà mise elle n'a jamais connu l'abolition de l'esclavage de 1794, la Martinique. Pour nous, Guadeloupéens, Napoléon Bonaparte, c'est Hitler. Mais j'accepte, moi, en France, que d'autres Français, mes concitoyens, honorent la mémoire de Napoléon. Ça ne me pose pas de problème. Mais ils doivent accepter que moi, je ne reconnaisse pas cet homme-là comme étant un héros, mais comme étant le bourreau de mes ancêtres. Et que donc, on peut être dans le même pays, avoir des idées divergentes et ne pas s'écharper et se dire certains sont de bons Français, d'autres sont de mauvais Français parce qu'ils n'acceptent pas le diktat du peuple dit dominant. C'est ça la complexité de l'histoire de France et de cette société française. Toute la complexité est là. C'est comment est-ce que l'on arrive malgré tout à faire nation avec ce genre de contradiction. Alors la France est un pays qui n'a pas une histoire, mais quand on entend parler des histoires. Ouais, bien sûr. Ça c'est important. Bien sûr. Et il faut qu'elle. Et lorsque les gens il faut que ces représentants, en tout cas ceux qui sont à la tête donc de cet État, reconnaissent ces histoires. Oui. Pour toi. Oui. Bah oui. Mais oui, parce que. Et on peut pas occulter certaines et puis dire bon ben voilà, on mettrait la lumière sur d'autres. Parce que ce sont des nœuds aujourd'hui dans la société française, dans la perception qu'on a de l'autre. Ce sont des nœuds. Lorsque vous avez des gens qui vous disent oui, mais l'esclavage c'est terminé, la colonisation c'est fini. Ben non, elle n'est pas terminée. Non, parce que les résidus nocifs de ces moments-là sont toujours là. Ils sont là justement dans toutes les formes de discrimination, aussi faibles soient-elles. Elles sont là, les problématiques du fait qu'on n'y arrive pas. Lorsque vous avez le sentiment anti-français, je voudrais vraiment parler de ça aussi, le sentiment anti-français en Afrique, dans certains pays d'Afrique, francophones d'ailleurs, c'est pas dans toute l'Afrique, ce sentiment anti-français, en réalité, vous l'avez aussi en France, chez ces Français d'origine africaine ou d'origine antillaise. Vous l'avez aussi, mais c'est pas un sentiment anti-France dans le pays proprement dit, mais c'est dans sa représentation étatique et dans sa vision politique et dans ce qu'il entreprend ou n'entreprend pas d'ailleurs pour apaiser et pour aller vers je parle souvent de conjugaison des talents, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a qu'une humanité. L'humanité est une et indivisible. Alors, Claudie, on va revenir sur tes ambitions, Oui. ce mouvement, on peut le dire, citoyen, Oui. donc, que tu prépares, Oui. à la recherche d'une nouvelle forme de leadership. Oui. Et ce leadership pourrait être incarné donc, par Claudie Siard. Très honnêtement, au moment où je parle, Ouais. et je l'ai déjà dit, il n'y a pour moi aucune ambition personnelle. Oui. Il y a mon ambition, elle est plurielle. Elle est comment je réunis des femmes et des hommes Mais plus jeunes que moi. Mais il faut un leadership. Oui, mais mon leadership, il est là. Ouais. Il est dans le fait d'être moteur, d'être une courroie de transmission, de permettre comme ça ce bouillonnement d'ambition et de permettre à des femmes et à des hommes plus jeunes de se dire, moi j'y vais, je pars au combat et j'y vais. Et j'ai envie que ces citoyens-là soient d'outre-mer et de l'Hexagone. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai envie, je vous le dis, je vous regarde, allez-y, rejoignez-nous, engagez-vous, on va y aller, on va gagner le monde. On a une chance extraordinaire. Nous sommes des peuples qui arrivons, et là je parle des peuples d'outre-mer et des peuples des Français originaires d'Afrique aussi qui sont ici. Quand je dis d'Afrique, c'est d'Afrique du Nord comme de toute l'Afrique. Hein. Et on a une chance extraordinaire, c'est-à-dire que on sait quel est le fonctionnement d'un occidental, parce que nous sommes des occidentaux aussi. Nous savons comment fonctionne un oriental, nous savons comment fonctionne un afro, nous savons comment fonctionne. Et c'est une chance extraordinaire. C'est pour ça que d'autres parfois ont du mal à comprendre comment on fonctionne, parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les clés. Nous avons toutes les clés, tous les codes. Et nous n'arrivons jamais à les utiliser. Nous sommes dans une émotion permanente et perpétuelle. Moi, je vois bien sur des trucs, parfois je dis non, je vais pas réagir, je ne vais rien dire. Et lorsque je mets une analyse qui sort de l'émotion, parfois, beaucoup ne comprennent pas. Et
au fur et à mesure que les jours passent sur une situation donnée, je pourrais parler du Sénégal, les gens se disent « Ah, mais il avait raison ». On est toujours dans une forme d'émotion parce qu'il y a une colère en nous, une colère légitime, hein, qui nous empêche parfois de réfléchir et de prendre du recul. J'aime une phrase de MC Solar qui dit prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et pour aller plus loin... C'est en même temps vrai. Mais oui, mais pour aller plus loin. Et parfois, sur les événements, il faut prendre un peu de recul. Il faut réfléchir autrement. Il faut se dire, si je pose là, cet objet, quelles seront les conséquences de mon acte? Si je prononce telle parole, quelles seront les conséquences de ma parole? Alors, j'aurais voulu te lire un texte, mais que j'ai publié aujourd'hui. Mais moi, je veux aussi te poser une question. Est-ce que aujourd'hui, donc dans ton positionnement, Claudie, très clairement, est-ce que l'élection de Barack Obama à la tête donc des États-Unis, première puissance mondiale, l'élection de Barack Obama, c'est-à-dire, est-ce que ça a nourri ta réflexion? C'est-à-dire aujourd'hui, donc non, voilà, on a un homme puissant, un homme noir pour ne pas cacher les choses. Est-ce que le fait que voilà, aux États-Unis on a eu Barack Obama, aujourd'hui tu dis ben voilà, la France aussi, grande puissance mondiale, peut avoir à sa tête. Tu sais pourquoi j'ai fait semblant de pas comprendre ce que tu me disais? Parce que j'avais envie que tu me dises noir. J'avais envie que tu me le dises. Et je le dis. Mais c'est un problème. Voilà. Barack Obama n'est pas noir. Barack Obama est métis. Barack Obama est noir et blanc. Barack Obama est noir et blanc et élevé dans une famille blanche. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que l'idéologie esclavagiste a imposé le fait qu'on n'est pas blanc si on n'est pas totalement blanc. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de hiérarchies. Il y a du métis, le mulâtre, donc le carteron et les ceci et les cela, pour arriver jusqu'au blanc. Et donc, on ne se rend pas compte des mots, hein. On se rend pas compte des choses. Et donc, on a dit de Barack Obama, premier président noir. En France, en ce moment, on dit de Guillaume Diop, qui est danseur étoile, donc à l'Opéra de Paris, on dit c'est le premier danseur noir. Il n'est pas noir, il est métis. Donc, et on ne se rend pas compte que dans nos paroles, il y a justement le poids de l'histoire, le poids de l'esclavage. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Opéra de Paris, beaucoup de gens ont oublié un danseur dans les années 80 qui s'appelait Eric Vuan, qui était donc métis asiatique et noir, et qui était danseur à l'Opéra de Paris. Mais comme les gens parfois manquent un peu sur l'histoire, ils sont pas très calés, donc ils oublient les choses. Mais moi, j'avais pas oublié, je l'ai rappelé à beaucoup. En même temps, on a plein oublié de l'histoire. C'est pour ça que je dis que Barack Obama, non, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas eu de président noir aux États-Unis. Barack Obama n'est pas un Afro-Américain. Il n'a pas de parents esclaves. Sa femme est afro-américaine. Jesse Jackson, qui s'était présenté dans les années 70 à la présidentielle, il était le candidat des Afro-Américains, de la colère afro-américaine, de l'espérance afro-américaine. En France, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Et celles et ceux qui diront que ce mouvement est un mouvement communautaire, eh bien qu'ils gardent cette analyse fumeuse pour eux. Parce que moi, je vais te prouver jusqu'où l'État peut aller en France dans le communautarisme. Nous aimons, toi et moi, la musique. Oui. En 2020, celles et ceux qui président aux destinées de la cérémonie des victoires de la musique ont décidé de supprimer 2 catégories. Catégorie musique du monde, catégorie musique urbaine. Ces 2 catégories-là, dans ces 2 catégories-là, il y a énormément de Français d'origine maghrébine, afro, des Antilles, d'Afrique, enfin... Dans ces 2 catégories-là, il y a une frange de la population qui est très représentée. On les a éliminés. Ah, petite précision importante. La musique la plus vendue en France et dans le monde aujourd'hui, c'est la musique urbaine. C'est tout ce qu'on appelle musique hip-hop. Ouais. Et donc, ça veut dire que les plus gros streamers de France ont été éliminés d'une cérémonie pour permettre à un autre type d'artiste d'exister dans cette cérémonie-là. Que s'est-il passé? Boscapé et Yann Prats, 2 personnes qui agissent dans la musique, allez voir ce qu'ils font, Yard, par exemple Yard, le site Yard, ont décidé de créer une cérémonie. Cette cérémonie, ils l'ont baptisée Les Flammes.
Elle s'est tenue le 11 mai dernier au Théâtre du Châtelet à Paris. Le 11 mai, en plus, c'est le jour de la disparition de Bob Marley, et je le faisais remarquer à Johan Pratt. Je lui faisais remarquer ça, il dit « Ah, et lui est né un 6 février, le jour de la naissance de Bob Marley. » Enfin bref. Et la cérémonie a été un succès énorme. Et évidemment, t'as les plus gros vendeurs de musique. Eh bien, les Victoires de la musique diffusées sur France 2, donc service public, l'État français a poussé des Français à se communautariser. Ils ont fait leur propre cérémonie. Nous allons faire notre propre mouvement citoyen, puisqu'on ne veut pas de nous. Ouais. Et tu y tiens, et tu te bats pour. J'y tiens, je me bats pour, on n'a pas d'autre solution. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est tellement ouvert, moi le racisme, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, lorsque j'entends des gens avoir une parole raciste, après dire je suis désolé, les paroles ont dépassé ma pensée, ben non, les paroles n'ont pas dépassé ta pensée, c'est ce que tu penses. Et donc l'exprimer. Moi, de ma vie, je ne sais pas, je ne comprends pas le racisme. Ouais. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Alors ça tient peut-être à mon éducation, mais c'est pas dans mon corps, c'est pas dans mes gènes. Je ne comprends pas la parole raciste, même lorsque je subis le racisme. Est-ce que tu n'as pas peur, Claudie, que les gens disent là aussi que oui, mais Claudie il se bat parce qu'il n'a jamais été ministre et avec ce mouvement, il a l'opportunité et l'ouverture de devenir un ministre de la République. J'allais te faire un signe obscène. Ouais. Non mais moi franchement, si j'avais voulu, je me serais battu pour. D'accord. Moi j'ai plein de mes amis qui se battent pour, hein. Ils se battent tous les jours, hein, pour essayer de devenir ministre un jour, pour essayer d'accéder, tu vois, à un portefeuille ministériel. J'ai pas cette ambition-là. Gars, j'ai 58 ans. Même si beaucoup de gens me disent « Mais tu ne fais pas ton âge », j'ai 58 ans. Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai toujours eu une parole décomplexée, tu vois, sans ne jamais insulter personne. Ouais. Et c'est pas à mon âge où je vais me restreindre dans ma parole. Au contraire, je parlais de moteur tout à l'heure pour des gens plus jeunes. Mais moi, je vais prendre les coups pour les autres, pour que les autres puissent avancer. Allez-y, avancez, moi je prends les coups. Et donc... Mais moi, ministre, attends, mais je sais pas comment expliquer aux gens que ministre, c'est une galère. Mais, ministre, c'est une galère. Tu ne peux pas parler. Tu dois suivre la ligne. Si t'es pas d'accord avec la ligne. Moi, j'aime bien ce que Chevènement avait dit il y a très longtemps, sous Mitterrand. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Lui, il a démissionné. Il était contre la première guerre du Golfe, il a démissionné. Mais il a eu raison. Donc, moi, j'ai pas envie d'être ministre. Je veux avoir cette parole libre. Je veux pouvoir agir librement. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, tu te rends compte, si mon ambition dans la vie était d'être ministre? Ben non. Moi, j'avais une ambition dans la vie, c'était d'être en prise directe avec l'Afrique. Dans mon métier. Et j'avais frappé à la porte d'Africa numéro 1. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Et c'est RFI qui m'appelle 15 jours après. Et RFI me permet de réaliser mon rêve. Ça fait partie de mes vrais rêves et de vraies ambitions. Depuis 28 ans. Depuis 28 ans. Ouais. Depuis le 13 mars 1995. Je fais une quotidienne. Même moi, je n'ai pas vu le temps passer. Lorsque je crée Tropic FM, ça, c'est une vraie ambition. Parce que en 2016, je me suis dit, dans 10 ans, je veux que la mentalité de ma communauté ait évolué. J'ai fait la pire connerie que quelqu'un ne doit pas faire lorsqu'il a une telle ambition. C'est de faire une mauvaise association. Avec quelqu'un qui n'a que du mépris finalement pour nos identités, qui comprend pas les combats que nous menons et les raisons des combats que nous menons, et qui ne voit nos communautés qu'à travers un robinet à musique. Ouais. Et ça, c'est dévastateur pour nous. C'est-à-dire, c'est dévastateur pour nos identités, et le problème, c'est lorsque tu as des Antillais eux-mêmes qui collaborent à ça, qui collaborent à un crime qui est perpétré contre leur propre culture, leur propre identité, l'avenir de leurs enfants et leur propre avenir. Mais tu sais, ça peut nous rappeler les guerres coloniales françaises en Afrique. C'était dans les armées coloniales, il y avait surtout des tirailleurs qui combattaient d'autres Africains. Donc, l'affaire de Tropic FM, c'est une affaire tragique. Et par exemple, je dis souvent, je parlais d'argent tout à l'heure, moi à Tropic FM, je me suis jamais fait d'argent. J'avais pas envie, j'avais pas besoin de gagner cet argent-là. Je voulais que les gens qui y travaillent puissent avoir un salaire. Moi, j'avais pas besoin. Ce que je voulais, c'est créer une radio forte pour ma communauté. Et cette radio-là, elle était en passe, on devait avoir des fréquences dans toute la France. Mais quand ça s'est arrêté, quand il y a eu tout ça, ben les gens qui étaient mes soutiens ont dit, on arrête tout. D'ailleurs, RFO qui fournissait gratuitement des journaux d'information s'est retiré immédiatement.
Donc voilà, et je dis, maintenant j'ai tourné cette page-là, j'ai vendu, très clairement, j'ai tourné cette page. Moi, depuis 2014, j'ai jamais écouté Tropic FM, je ne sais que ce que certains m'en disent de temps en temps, et je leur dis souvent, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Tu regrettes pas cette aventure? Si, je regrette, oui, je regrette d'avoir fait confiance à quelqu'un qui était plus qu'un ami pour moi. C'est un ami, d'ailleurs. C'était un frère. Non, mais vraiment. Oui. Et c'est moi qui l'appelle pour le mettre dans cette aventure-là. Et je commets des erreurs entrepreneuriales que je n'aurais jamais dû commettre. Mais ça sert, c'est la vie. C'est la vie, la vie, c'est comme ça. Ce que je regrette, c'est la trahison envers notre communauté. Ça, je le regrette. Et je regrette que tu sais, les gens nous perçoivent, ceux qui sont extérieurs à nos communautés, nous perçoivent comme des gens légers. Et ben, t'as quelqu'un qui, certes, n'est pas de notre communauté, mais qui entretient ça. Et des gens de notre communauté qui n'ont pas compris quels étaient les enjeux. Claude Issiard, notre invité dans cette émission, donc les invités de Mike. On marque une petite pause et on revient dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Chez Voyage Antillais, retrouvez la chaleur des Antilles. Nos équipes sont à votre écoute. Elles vous proposent 46 kilos en soute et donnent nombreuses facilités de paiement. Chez Voyage Antillais, c'est vous qui choisissez votre formule de paiement. Bon, même, vous ne trouverez pas ailleurs autant d'avantages. Alors, n'hésitez plus. Réservez sur notre site internet au www.voyageantillais.com ou venez nous rendre visite. À Saint-Denis, 4 rue Gaston Philippe, 01 58 34 92 10. Voyage Antillais, nous à casa en nous. AGS Déménagement lance un service de petits colis depuis Paris vers les Antilles, Guyane, La Réunion et Mayotte. Ne vous posez plus la question des excédents de bagages ou comment faire parvenir quelques colis à vos proches. AGS Box peut contenir jusqu'à 80 kg d'effets personnels. Expédiez une AGS Box en groupage depuis dépôt, de domicile à domicile, dépôt Paris à dépôt Martinique ou Guadeloupe par voie maritime. Pratique et pas cher. C'est la méthode la plus zen pour expédier des colis sur la Guyane, La Réunion et sur Mayotte. Demandez votre carte de fidélité et bénéficiez d'une AGS Box gratuite après votre 10e envoi d'AGS Box. Profitez vous aussi de nos prix imbattables et faites plaisir à vos proches. Pour expédier votre AGS Box, appelez le 01 40 80 20 30. AGS, nous vous devons le meilleur. L'Hôtel Batelière, l'une des résidences historiques pour le tourisme et les affaires en Martinique. L'Hôtel Batelière, aux abords de Fort-de-France, avec ses 191 chambres avec vue sur mer. Ses salles de réception et de congrès, piscine, 2 bars, restaurant panoramique, plage privée, club de plongée, casino et un grand centre commercial à proximité. L'Hôtel Batelière vous propose un séjour inoubliable en bord de plage et aux abords de la mer à partir de 80 € la nuit seulement. L'Hôtel Batelière, 05 96 61 49 49. Réservation @hôtelbatelière.com. Retrouvez-nous sur hôtelbatelière.com. Attention, les vacances arrivent à grands pas. Demain, vous partez en Martinique ou en Guadeloupe, pensez à réserver votre véhicule chez Alwego. Des prix défiant toute concurrence. Nous venons vous chercher à la descente de l'avion. Alwego, ce sont des années à votre service. Vous partez en vacances en Martinique et en Guadeloupe, pensez à Alwego. Alwego, 0596 78 35 58 et www.alwego.rent. Alwego, en nous, aïe. En cas d'imprévu, d'hospitalisation ou d'immobilisation à domicile, l'UFR vous propose une aide ménagère pour vous aider à assumer les tâches quotidiennes. UFR met également à disposition un dispositif de téléassistance pour rassurer toute la famille. Eh bien, je vois que tout se passe bien. UFR, à chaque étape de ma vie. Plus de 400 mètres carrés de produits exotiques des îles. À Goussainville, Exo Island, le grand supermarché exotique à prix discount. Chez Exo Island, tous les produits antillais, réunionnais, haïtiens, asiatiques, fruits et légumes frais en provenance des Antilles. Fruits à pain, igname, dachine. Vous trouverez aussi un rayon boucherie. Le boudin créole et les poissons ne sont pas oubliés. Chez Exo Island, vous trouverez un rayon spécial cosmétique. Exo Island, 58 rue Clément et
Lucien Materon à Goussainville. 01 34 19 61 20. Attention, attention, ce message, c'est pour tous les Antillais de France. Est-ce que vous connaissez UFR Paris? Oui papa, UFR Paris, situé au 36 bis boulevard de Picpus dans le 12e arrondissement de Paris. Le métro Bel Air. Depuis plus de 40 ans, tous les ressortissants de métropole peuvent bénéficier de la complémentaire santé, de la garantie obsèque pour votre enterrement, incinération ou rapatriement et l'option billet d'avion pour assister aux funérailles de vos proches. Contactez vite UFR 0800 075 012 ou rendez-vous sur le www.groupe-ufr.fr. Mamaï, pas dit pas te savent. Tout le monde connaît UFR Paris. De Mike avec Claudie Siard, mesdames, messieurs, qui nous accompagne aujourd'hui. C'est une grande première pour moi parce que je l'ai dit, hein, j'ai présenté donc un préambule, donc Claudie, oui. qui reste pour moi donc un mentor, donc celui qui a initié puis qui a donné donc à plein d'animateurs. Ça me touche beaucoup parce que tu as une belle carrière, donc moi je suis très heureux. Petite carrière, mais c'est bien parce que voilà, il fallait une ouverture. Je le disais, donc on se réveillait tous donc le matin, enfin ceux de ma génération pour regarder donc Mascarine et surtout donc ta prise de parole où tu présentais les choses des artistes, donc ça fait partie de notre histoire aussi. Tu ne peux pas dire de toi petite carrière. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu fais au quotidien, ce que d'autres font au quotidien pour permettre à nos identités d'exister, de perdurer, ce que tu partages, celles et ceux à qui tu permets d'exister lorsque tu les reçois, lorsque tu leur permets de dire ce qui doit être dit, c'est pas une petite carrière dans l'histoire de l'humanité. Alors tu vas peut-être, tu n'es pas sur CNN ou sur Al Jazeera ou sur TF1. Et alors, ce que tu défends ici a tout autant de poids que ce que d'autres défendent ailleurs. Ouais. C'est vraiment, encore une fois, c'est très important et c'est notre rôle. C'est le rôle que l'on joue. Un jour, j'avais dit à un autre ministre français sur les questions de civilisation, je lui avais dit, pour moi, la civilisation pygmée, elle n'est pas inférieure à la civilisation occidentale. Parce que la civilisation pygmée, elle répond aux besoins d'une société dans un environnement donné. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les problèmes climatiques, on voit bien que cette civilisation pygmée a toujours protégé la forêt. La forêt lui a toujours donné, parce que c'est le peuple de la forêt, lui a toujours donné ce dont les individus avaient besoin, sans détruire la planète. Alors que la civilisation occidentale, elle détruit la planète et elle ne sait pas comment aujourd'hui s'en sortir, parce que comme tout est marchandisation, on marchande tout, tout est question, on vend, on détruit la planète pour de l'argent. Et le plus ridicule dans tout ça, c'est que l'argent est devenu quasiment virtuel. Et un jour, il sera totalement virtuel. Ce ne seront que des chiffres. Et on continuera à détruire la planète, à vendre des êtres humains, à brutaliser des animaux pour gagner quelque chose qui n'est que virtuel. Voilà dans quelle civilisation nous sommes aujourd'hui. Et le mouvement citoyen dont je parle, en réalité, il est pour un changement de paradigme et pour une nouvelle vision de l'être humain dans l'ensemble, sur cette planète. Et que l'on cesse de dire que la planète nous appartient, que nous devons la protéger. Elle ne nous appartient pas. La planète n'appartient pas plus à un être humain qu'à une fourmi. Pas plus à un être humain qu'à un arbre. Et il faut qu'on change. Si tu veux, ce mouvement citoyen, pour moi aussi, il est l'envie, l'ambition de créer un nouveau modèle de civilisation. Ouais. Alors, tu le disais dans un de tes posts que j'avais vu. Tu comprends pourquoi tu n'as pas une petite carrière. Merci. Voilà. Où tu proposais d'ailleurs que peut-être une fois par an qu'on puisse s'arrêter. Ouais. Tu te souviens de ce post? Exact. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Très bien. Donc, c'était donc pendant la crise sanitaire où tu disais, regardez comment la nature, elle est belle, elle prend sa place. Pendant 15 jours, que le monde décide que pendant 15 jours, on s'arrête. Ouais. On cesse toute activité. On a vu que c'était possible, hein. Et ça nous a pas tués. Et là, pour le coup, on ne le fait pas pour se protéger d'une pandémie. On le fait pour aider la planète
à se régénérer à cause de l'activité humaine qui est trop intense. Ce serait extraordinaire. Mais on voit bien que les gouvernants du monde qui se réunissent n'arrivent pas à trouver des positions claires. Encore une fois, parce ce n'est toujours qu'une question de business. Ouais. Qu'est-ce que le business lorsque tous les êtres humains seront morts? Qu'est-ce que le business lorsque la planète sera totalement détruite et ne pourra plus se régénérer? Qu'est-ce que le business? Donc ça veut dire une élite qui pense avec des navettes partir sur une autre planète en laissant tous les pauvres crever jusqu'au dernier ici. On a un vrai problème de civilisation. Alors, Et c'est pour cela que, pour moi, le panafricanisme, il doit répondre à ça. Il doit répondre à un autre modèle de civilisation et non pas essayer d'être ce que les autres ont refusé que nous soyons, c'est-à-dire que nous puissions prospérer comme les autres. Moi, j'ai pas envie de prospérer comme les autres. J'ai pas envie d'être dans le même moule. Je veux pas faire du commerce, du business et de l'exploitation de la planète comme les autres. J'ai pas envie de ça. Ce n'est pas ça pour moi, le panafricanisme. C'est pas cette vision-là. C'est un autre monde est possible. Et il ne peut être possible que si on arrête de penser que les matières premières, par exemple, eh bien, c'est la panacée pour un être humain. Je vais essayer d'être un peu précis sur ça. Les matières premières dont on parle, l'uranium, le coltan, enfin tout ce dont on a besoin dans nos portables, pour fonctionner, bref, sont dans les sous-sols des pays d'Afrique depuis des millions d'années. Les Africains n'en ont pas trouvé l'utilité. Et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé l'utilité qu'il faut que d'autres viennent piller les sous-sols. Ça, je referme cette parenthèse-là. Mais les matières premières, ce ne sont pas les plus grandes richesses d'un peuple. La plus grande richesse d'un peuple, c'est l'intelligence, la connaissance de chaque individu pour le collectif. C'est ça la vraie richesse. La Suisse n'a pas de matières premières. D'ailleurs, la Suisse utilise une monnaie qui s'appelle le franc. Ouais. Alors qu'ils ne sont même pas dans l'Union européenne, ils ne sont pas français, ils sont suisses. Ils utilisent le franc, ça leur pose pas de problème. Je suis pas en train de dire qu'il faut que les pays d'Afrique, parce que l'histoire est pas la même, hein, évidemment, parce que d'une monnaie coloniale, je fais pas de comparaison. Mais j'essaie d'expliquer que la Suisse n'a pas de matières premières. En revanche, elle a une population extrêmement éduquée. Et elle détient la capacité à créer de la richesse par le scientifique, par le commerce et tout ce que l'on veut. J'aime la comparaison avec la Corée du Sud. En 1960, la Corée du Sud est quasiment au même niveau que le Burkina Faso. Il faut voir ce qu'est devenu la Corée du Sud et les difficultés du Burkina Faso aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tout tient toujours à la mentalité. Et je vais revenir sur nous, les Antilles, revenir sur cet épisode, par exemple, Tropic FM. Si les Antilles avaient compris, mais beaucoup, parce que moi j'ai eu un soutien extraordinaire, je ne pensais pas que j'aurais, mais avaient compris quels étaient les enjeux de ce combat-là, et d'avoir une radio, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la radio jouerait son rôle qu'elle ne joue plus. Alors, j'ai une autre question. Mais heureusement, il y a Espace FM. Voilà, on revient. Et les réseaux sociaux. Voilà, on reste sous les Antilles. Un sujet sur lequel je voudrais aussi t'entendre, Claudie. On parlait de business tout à l'heure. On le voit depuis quelques temps, quelques mois. Donc, le prix exorbitant des billets d'avion pour repartir chez nous, pour nous permettre donc de rentrer sur chaque vacances, aller visiter la famille. On a vu ces grandes compagnies qui, à un moment donné, donc entente illicite ou licite, peu importe, mais qui jouent pas le jeu et qui se font du business sur la tête d'une communauté. Quel est ton positionnement là-dessus? Je suis pas d'accord. Ouais. Pour avoir été justement délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, c'est un peu pompeux, mais ça a un peu de sens. Moi, je sais exactement quelle est la répartition du coût d'un billet d'avion et qui gagne quoi. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple corse. Mais l'exemple corse, c'est également l'exemple des personnes qui vivent à Noirmoutier, sur l'île de Ré, lorsque tu attestes d'une adresse sur ces territoires-là, sur ces îles autour de la France, eh bien, ton billet est moins cher. Et qui compense? L'État. Eh ben voilà. Parce que l'État sait très bien que la compagnie, en réalité, elle fait pas des business énormes.
C'est pas elle, parce que tout le monde touche. Hein. Alors, je t'assure que tout le monde touche. Hein. Et donc, il faut que l'État joue son rôle. Ou alors, que l'État supprime ces avantages qu'elle donne aux Corses et aux autres. Qu'elle les supprime, puisque les originaires d'outre-mer ne peuvent pas en bénéficier. D'ailleurs, pourquoi la Corse n'est pas n'est pas gérée par le ministère des Outre-mer? Pourquoi l'île de Ré n'est pas l'île d'Ouessant, Belle-Île-en-Mer? Pourquoi Belle-Île, pardon, j'ai la chanson. Pourquoi Belle-Île et tout ça? Pourquoi ces îles-là ne sont pas gérées par le ministère des Outre-mer? Parce que ce sont des Outre-mer à part différents. Parce que ce sont les anciennes colonies. Ouais. Ce sont les résidus, les confettis de l'ancien empire colonial français. Elle est là, la réalité. Et donc, ce que l'on accorde, encore une fois, à certains blancs, on ne l'accorde pas à d'autres. C'est un problème. Et donc là, c'est le rôle de l'État. Sur la téléphonie mobile, puisqu'on peut parler de bilan... Non mais donc la France ne doit pas réguler, mais participer à l'achat des billets d'avion? Donc subventionner les billets? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, évidemment. Mais puisqu'elle le fait pour certains, pourquoi elle ne le fait pas pour les autres? Mais bien sûr, il n'y a que ça. Et c'est le combat des élus. Les élus auraient déjà dû imposer ça. Tout comme les élus auraient dû, vent debout, refuser la suppression de François. Moi, sur ça, j'en veux à tous les élus d'outre-mer. Tous. Il y a, dans leur attitude, du poltronisme. Parce que je t'assure, et je peux te le dire de source très sûre, si les élus avaient dit « vous touchez pas à François », François serait encore là. Alors, il y a eu des réunions... Quand tu dis les élus, c'est les élus de l'Assemblée nationale? Les élus d'outre-mer, qui siègent à l'Assemblée. D'accord. Il y a eu des réunions entre les uns et les autres, au Sénat aussi, hein, les sénateurs également, des réunions, oui, pour en parler, oui, on est venu leur expliquer de cela. À un moment donné, t'es droit dans tes bottes, tu dis cette chaîne-là, vous la touchez pas. Ouais. Elle fait partie des acquis. En même temps, ils sont 27 sur 577. Non, mais c'est pas ça. Ce que je te dis, si les 27 avaient dit à l'État, avaient dit au gouvernement, vous touchez pas à notre chaîne, on n'aurait pas touché la chaîne. Je te le dis, de source certaine. Moi, lorsque tu as des gens au sein du pouvoir et qui te disent, ils se sont pas battus. Ils ne se sont pas battus. Ils ont accepté la décision. Voilà la réalité des choses. Et pour tout, on accepte tout. Qui a peur de quoi? Vous avez peur de quoi en réalité? J'ai envie de leur dire ça, moi, à nos représentants. Députés, sénateurs, de quoi avez-vous peur? Vous avez peur de perdre votre place? Vous ne pensez pas que les combats que nous menons aujourd'hui, les combats qui sont les nôtres, méritent parfois de perdre quelque chose? Tu les as rencontrés? Vous pensez que moi, je n'ai pas perdu quelque chose en ayant le propos qui est le mien depuis que j'ai 18 ans? Vous pensez que je n'ai pas hypothéqué ma carrière en étant ce que je suis? Oh! Mais on appartient à des peuples qui sont dans une situation particulière. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, donc les élus, d'ailleurs, on a vu, hein, donc on a donc une nouvelle vague d'élus qui arrivent donc à l'Assemblée, donc qui viennent de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs. Ouais. Est-ce que justement cette nouvelle génération, tu es en phase avec elle et que tu les rencontres, ces élus? Oui, je pense à un élu de la Guyane avec qui on devait préparer quelque chose. Bref, ça s'est pas fait, mais on est en phase en tout cas sur les idées. Et oui, bien sûr, une nouvelle génération d'eux. Mais encore une fois, on peut être d'une nouvelle génération et avoir juste à cœur sa carrière. Et donc, en se disant, oula, ça je ne dis pas, ou je ne contredis pas la première ministre, pardon, ou je ne contredis pas le président de la République, je ne contredis pas le président du Sénat. Oh, on arrête. Faut qu'on arrête. Nous, si on doit contredire, on contredit. Si on n'est pas d'accord, quand on n'est pas d'accord, on dit non. C'est un de mes amis frères rappeurs sénégalais, Awadi, qui dit ça. Lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on refuse, on dit non. Mais il faut proposer l'alternance. Mais bien sûr qu'il faut proposer. Et il y a toujours des propositions. Si on dit non, c'est parce qu'on a quelque chose à proposer. C'est comme ça que s'instaure le dialogue. On est aujourd'hui dans une situation, je te dis encore une fois, on se comporte parfois, moi je le vois, hein, on se comporte parfois comme appartenant à une colonie. Vraiment, je t'assure. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est pas de la faute
de ministres français autres, du président de la République, de la première ministre. Non, c'est de notre faute. C'est parce qu'il y a encore en nous un complexe dans la manière de se présenter à l'autre. Donc si on est là aujourd'hui, si on est là, c'est de notre faute. Ah mais bien sûr, on est nul ne peut se prévaloir de sa propre c'est bien de le dire, c'est bien de le dire parce mais que nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes. Mais évidemment, tout comme bon nombre de pays d'Afrique sont responsables de la situation dans laquelle ils sont, parce que vous avez à la tête d'État, mais je parle pas de président, parce que c'est trop facile de dire on tape sur un président ou non, je parle des élites dirigeantes, qu'elles soient politiques ou économiques, qui à un moment donné sont incapables de dire qui ils sont et ce qu'ils veulent, et surtout, et ça c'est pire que tout. Et nous aussi on a un peu ça en nous, beaucoup moins, mais nous entiers on a ça en nous aussi. On ne voit souvent notre valeur que dans le regard de l'autre. On ne voit notre valeur que dans le regard de l'autre. L'autre étant l'occidental blanc. Et moi, j'aime à dire toujours aux jeunes que je rencontre, ne soyez jamais dans le regard de l'autre, ce qu'il pense que vous êtes ou ce qu'il voudrait que vous soyez. Soyez vous-même. Dites qui vous êtes. Affirmez-vous. Qu'importe ce que l'autre pense. Vous devez vivre, vous, de façon normale, respirer de façon normale. Vous voulez faire semblant de respirer autrement pour que l'autre vous dise « Ah, tu es quelqu'un de bien ?» C'est ce que nous faisons depuis des décennies. Des décennies. Mais en même temps, Claudie, est-ce que il n'y a pas en nous ce complexe d'infériorité, oui, bien sûr. Et qui date depuis l'esclavage? Bien sûr, évidemment. Et qui s'entretient. Lorsque, dans nos communautés, parfois, beaucoup moins, ça a beaucoup changé. Mais moi, je le vois en Afrique, ça. Et ça me rappelle forcément nos Antilles. C'est-à-dire que un blanc est perçu comme étant un patron. Il est blanc, il est patron. Chez nous, aux Antilles, en très longtemps, si le blanc parle, le noir se tait. Mais les choses ont changé. Nous, aux Antilles, on proteste et il y a des choses qu'on n'accepte plus. Alors, je suis désolé parce que je n'aime pas le clivage, faire des clivages noir-blanc comme ça. Mais c'est la réalité. C'est encore malheureusement la réalité. Et moi, je fais partie de ces gens qui se battent pour que la couleur de la peau ne soit pas un facteur de perception de l'autre. Tu vois, par exemple, j'essaie d'être très court sur cette histoire-là, mais j'étais sur le plateau il y a quelques années de Serge Moati, il y avait Pascal Blanchard, il y avait Christiane Taubira, il y avait Benjamin Stora, et c'était au moment où il y avait des manifestations estudiantines, il y avait eu des violences, d'autres jeunes avaient attaqué d'autres jeunes, et Kouchner, Bruckner et Finkielkraut avaient lancé une pétition contre le racisme anti-blanc. Alors j'avais expliqué que le racisme anti-blanc, alors je suis reçu sur le plateau de Serge Moati, le Riposte, sur France 5, pardon, et il me dit, mais Claudie Siard, on a bien vu de jeunes noirs attaquer des étudiants, des blancs, on a bien vu ça. J'ai dit non, moi je n'ai pas vu ça. Il me dit, mais attendez, vous pouvez pas dire ça, on a vu ça, et d'où la pétition. J'ai dit non, je n'ai pas vu ça. En revanche, j'ai vu des jeunes attaquer d'autres jeunes. Je me moque de connaître la couleur de la peau de celui qui commet un acte délictueux. Il commet un acte délictueux, il n'est pas jugé sur la couleur de sa peau, mais sur l'acte qu'il commet. Et j'ajoute à cela, je lui dis, en revanche, la pétition est raciste. Et au moment d'ailleurs, lorsque je lui dis ça, je fais la démonstration sur la couleur de la peau, je lis dans ses yeux qu'il se dit, oh, il a raison. Et lorsque je lui dis la pétition est raciste, je lui dis parce que ils l'ont baptisé cette pétition Sébastien, David et Kader. Ça veut dire que les Noirs, puisque c'est contre le racisme anti-blanc, ça veut dire que les Noirs ne s'appellent ni Sébastien, ni David, ni Kader. Ils s'appellent tous Bamboula, c'est ça. Et là, comme toi, il vient de faire, il a fait un petit rictus, et il s'est dit, il a raison. Après, Christiane Taubira a enchaîné, et là, elle a enchaîné. La Christiane Taubira, quoi. Elle a démonté le truc, elle s'était réglé. Mais c'est pour ça que, encore une fois, la couleur de la peau ne doit pas être, dans notre pays, la France ne doit pas être un facteur de discrimination. Et c'est un facteur de discrimination, aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, Pascal Praud, dans son émission, sur C8, chaîne très à droite, il dit, on n'a pas vu les gens de banlieue manifester contre la réforme des retraites. Les nous à la rue là, c'est Jiré Zoka Jiré nous,
Là, nous, pas un lari là, vous étonnez. Alors, ouais, pour ceux qui comprennent pas le créole, qui nous regardent, mais lorsqu'on est Lorsqu'on est dans la rue, vous dites, vous nous insultez. Lorsqu'on n'est pas dans la rue, vous vous étonnez qu'on soit pas dans la rue. Bref, tout ça pour dire, encore une fois, mais le gars dans son propos, il stigmatise, il parle des Noirs et des Arabes, tu sais, des banlieues. C'est nous, tu vois, la couleur, toujours, encore une fois, et non la citoyenneté. Il y a des Français dans la rue qui protestent, et ben c'est très bien. Pourquoi voulez-vous compter le nombre de Noirs ou de Blancs qui protestent? C'est quoi ce truc-là? Voilà dans quelle France nous sommes. Et qu'on ne se fasse aucune illusion, en 2027, l'extrême droite sera au pouvoir. Je le dis et je le répète encore. L'extrême droite sera au pouvoir. Sauf si... Sauf erreur de parcours. Voilà. Est-ce que tu as vu la dernière déclaration sur les dégradations? La dernière déclaration de Marine Le Pen. Elle a une posture présidentielle. La façon dont elle parle, elle a une posture présidentielle. J'ai cru entendre parler quelqu'un qui est dans le fauteuil présidentiel. Si elle n'avait pas dit « Je demande donc au président de la République de faire ceci, cela », moi je pensais que c'était elle la présidente. L'histoire, elle est programmée. Elle est programmée. On en reparle en 2027. Si je suis encore de ce monde, la droite va s'allier à l'extrême droite pour prendre le pouvoir en France. Il n'y a pas de raison que partout en Europe, la droite et l'extrême droite fassent alliance pour arriver au pouvoir, pour qu'en France, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de raison. Le pouvoir. Et uniquement le pouvoir. Oui, mais est-ce que la France est-elle prête? Parce qu'on a toujours fait barrage. La France, elle est prête. On a toujours fait barrage. Non, on n'a pas toujours fait barrage. Et là encore aux dernières élections. Non. Oui, on l'a vu. Non, il n'y a pas eu de barrage. Mais avec Emmanuel Macron, on a fait barrage à l'extrême droite. Mais tu regarde l'état du barrage. Ouais. Et puis l'autre élection. Regarde l'état du barrage. Parce que je suis désolé, mais il y a une accélération de la présence de l'extrême droite en France. Non, attends. À un moment donné... En même temps, Claudie, il faut se dire très clairement les choses. Non, mais l'extrême droite, elle ne prospère. L'extrême droite prospère sur un terreau fertile. Non, mais attends. Cet électorat a toujours voté. En revanche, tous les autres ne votent plus. Non, non. L'extrême droite, ça a toujours été 20% en France. Non. Il y a eu... Non. Les Français sont... Et avec 20%, aujourd'hui, on pourra peut-être arriver à la présidence de la République. Les Français sont allés voter. Non. Les Français sont allés voter à la présidentielle et aux législatives. Il y a eu une abstention très forte chez nous, en Guadeloupe et en Martinique, parce que les gens n'avaient pas envie et ne voulaient pas faire barrage. Mais c'est ce que je t'ai dit. On ne vote plus parce qu'on n'y croit plus à la politique. Chez nous, aux Antilles, les gens n'ont pas voté. Il y a eu une abstention record. Ouais. Non, mais très bien. Mais en France hexagonale, les gens sont allés voter. Et ils ont voté en leur âme et conscience. L'extrême droite ne peut prospérer, et quelles que soient les idées d'ailleurs, ne peuvent prospérer que sur des idées, que sur un terreau fertile. Le terreau aujourd'hui est fertile à l'extrême droite. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis n'oublions jamais une chose. Parce que l'électorat de l'extrême droite a toujours voté. C'est ça le truc. Oui, mais l'électorat, le noyau dur de l'extrême droite a toujours voté. Et il n'est jamais arrivé au pouvoir. Non mais, soyons sérieux quand même. On est d'accord. Mais attends, on a toujours fait barrage. Là aujourd'hui, mais il n'avait jamais eu de député. Aujourd'hui, c'est la première force d'opposition dans l'hémicycle. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas d'autre. Si en 2002, il y avait 1 300 000 personnes dans les rues de France pour protester face à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, en 2017, il y avait combien de gens combien de gens ont protesté dans les rues? Il n'y en avait pas. En 2022, il n'y en avait pas. C'est tout. Top, terminé. Et chez nous, aux Antilles, il y a des gens qui votent pour l'extrême droite. Moi, je voterai jamais pour l'extrême droite. Ce qui m'empêche pas de dialoguer avec des gens de l'extrême droite. Mais c'est un peu les désœuvrés de la politique et de la science politique. Et puis, les gens de l'extrême droite? Les désœuvrés de la politique? Les personnes qui ne votent plus. Parce que, à un moment donné, Claudie, il faut se dire très clairement les choses. Parce que là, tu es en train donc de mettre en place un mouvement citoyen. Oui. Il faut réconcilier les gens. Avec la politique? Avec la politique, non. Très clairement. Non. Moi, ils ont plus d'espoir. Moi, je pense que l'action, c'est pas de réconcilier les Français avec la politique, mais c'est d'apporter à celles et ceux qui ne croient plus aux promesses des uns et des autres, leur dire, mais il y a une autre voie, un autre chemin. Et donc, c'est pas adhérer à nouveau à la politique et croire en la politique, c'est adhérer à des modèles de société
à de nouveaux programmes. C'est ça, mais en réalité. proportionnellement parlant, Moi, je veux pas être... les gens disent, enfin 50% des Français ne votent plus. Oui. Parce qu'ils se disent, voilà. Mais c'est normal. Voilà, mais parce qu'on arrive aussi à la fin d'un cycle. Et ils se disent, oui, mais blanc bonnet blanc. Donc quand on vote pour celui-là, quand il est au pouvoir, il nous oublie. Mais en même temps, c'est vrai. Mais oui, mais quelle est la différence réellement, vraiment, dis-nous, explique, entre la gauche, la droite? Je vais faire bondir beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. La gauche, la droite, l'extrême droite. Ce sont des partis créés par des gens qui sortent des mêmes sérails. Ils étaient souvent sur les mêmes bancs de l'université, sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes idées politiques. Ce sont des gens qui ont été matricés et biberonnés à la même civilisation, aux mêmes imaginaires, et qui finalement pensent qu'ils vont répondre à des problématiques qu'ils ne comprennent pas et apporter des solutions à des gens qu'ils n'ont jamais réellement considérés, que les gens soient de gauche ou de droite. Et c'est pour cela qu'il faut l'avènement d'une nouvelle génération de gens qui voient la vie autrement, qui voient les relations humaines autrement, qui voient notre relation avec la planète de façon totalement différente, qui imaginent un autre modèle de civilisation que celui dans lequel nous sommes plongés depuis des siècles. Des siècles. Il faut refuser ce modèle de civilisation aujourd'hui. Et nous, l'idée, c'est d'entamer ça. Ni toi ni moi ne verrons les résultats de tout cela. Mais des femmes et des hommes qui ont une autre vision, une autre pensée, ça c'est important. Lorsque je parle à des jeunes sur les questions d'entrepreneuriat, je leur dis, si vous voulez être dans le monde de l'entreprise, prospérer, en faisant les mêmes choses que ceux que vous admirez, vous avez un problème. Et la planète a un problème. Et les générations futures auront des problèmes à cause de ça. Il faut changer de modèle. Il faut repenser qui nous sommes. Il faut savoir qui sommes-nous dans l'univers. Que représentons-nous dans l'univers? Que représentons-nous, elle est là à l'échelle humaine, que représentons-nous pour notre voisin, pour nos semblables? Est-ce qu'il est acceptable que des gens adhèrent à des propos, à une politique où on nous parle de grands remplacements, où on nous dit que la France est un pays judéo-chrétien de race blanche? Les Gaulois étaient quoi? C'était les païens et des animistes. De quoi me parle-t-on? Et ce ne sont pas les Gaulois qui sont à l'origine de la civilisation de ce territoire. Donc, si vous avez accepté les Francs, les hordes de barbares, et puis après le christianisme, vous allez accepter l'islam. Vous avez déjà accepté difficilement le judaïsme, et vous allez accepter des gens qui n'ont pas de religion. Vous allez accepter peut-être de nouvelles religions demain. C'est comme ça qu'il faut essayer d'imaginer le monde pour les générations futures. Si aujourd'hui on s'en tient à la vision qu'ont les responsables politiques de tous les partis, ce pays va effectivement vers une guerre civile. Très clairement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la rue, qui brûlent, qui pillent, ils expriment juste aux uns et aux autres qu'ils n'ont peur de rien. Que rien ne leur fait peur. Certains, il y a quelques années, s'appelaient les hyènes. Les hyènes, elles attaquent en horde. Peur de personne. La comparaison entre animal et être humain n'est pas péjorative chez moi. Hein. Parce que pour moi, la vie d'un animal est tout aussi précieuse que la vie d'un être humain. Hein. Et donc, les jeunes aujourd'hui, ils sont déterminés. Les gouvernements successifs l'ont très bien compris et l'ont parfois appris à leurs dépens. Le gouvernement actuel sait très bien que on va pas calmer cette jeunesse-là parce qu'elle sera rentrée dans les foyers. La colère, elle est là maintenant. Hein. Et ils savent de quoi ils sont capables. Et plus on va dans le temps, plus ils sont déterminés. Mais c'est-à-dire que des fusées, des feux d'artifice, des trucs. T'imagines? Et puis certains ont des armes. Ouais. Aujourd'hui, il faut non plus saupoudrer, mais il faut traiter le problème. Il faut fondamentalement. Ça passe aujourd'hui en France par des états généraux. Ouais. Nous, on va organiser effectivement des assises sur l'identité nationale. Mais souvent, ça débouche sur
Mais il faut des états généraux. Il faut que, mais ils en sont incapables. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu fais ça, tu vas avoir les gens sur CNews qui vont te dire ceci, cela. Tu as aujourd'hui de grands patrons qui ont des médias et qui ont une vision et une pensée pour la France. Et cette vision-là, c'est pas une pensée, une vision plurielle. Hein. C'est maintenant, il est temps de remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place, c'est mettre au pas celles et ceux qui ne sont, et je reviens à mon propos du début de notre entretien, que des pièces rapportées. C'est le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. La façon dont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane sont traitées, la façon dont les problématiques, il y a probablement des personnes qui nous regardent et qui sont en Afrique et qui connaissent les problématiques de l'eau qui n'arrivent pas lorsque tu n'as pas d'eau dans le robinet ou que l'eau est impropre à la consommation. Ils savent ça. Ils pensent que chez nous, aux Antilles, il n'y a pas ça. Et il y a des zones où effectivement, il y a ça, où les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'eau pendant 3 jours. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Sur le territoire français hexagonal, ça n'existe pas, ça. Alors on peut dire que les élus n'ont pas fait le travail, qu'il aurait fallu faire quoi que ce soit, c'est l'État. L'État est partout. L'État est partout. Oui, et puis l'eau, c'est un problème. Oui, c'est régalien. Tout le monde, oui, exactement. Moi, si tu veux, tout le monde sait que je suis indépendantiste. Je suis pour l'indépendance. Mais je suis pas pour l'indépendance de la Guadeloupe, dans une mésentente avec la France ou dans une opposition violente avec la France. Pas du tout, parce que c'est pas nous qui avons décidé des liens que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que le français blanc de l'Hexagone et le français noir de Guadeloupe, on a des liens, on parle la même langue, les mêmes écoles, les mêmes. Donc très bien, c'est ce que nous avons en commun et c'est ce qui doit nous permettre de dialoguer de façon plus intelligente. Donc tu voudrais une autonomie telle la Polynésie pour les Antilles ? Mais oui, bien sûr. Ouais, complètement. Bien sûr. Moi, je souhaite ça. Avec un président. Et lorsque les gens disent, et tu vois, c'est là le complexe du colonisé, lorsque les gens disent, ah oui, mais si on fait ça, comment allons-nous vivre ? Comment allons-nous vivre parce qu'on n'aura plus les moyens de... La Polynésie fait comment ? Alors, il y a toujours la France qui est toujours là, évidemment. Mais je dis, mais c'est nos cerveaux qui nous permettront de savoir comment on veut vivre et comment nous allons vivre. C'est ça la réalité. Ces terres gorgées d'esclavage, de crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, on voit que certains veulent vivre autrement sur leur territoire. On veut vivre autrement sur nos territoires. Et donc, je suis, moi, pour l'indépendance, mais, j'aime cette expression, hein, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas à moi à décider pour les autres de ce que la majorité souhaite. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens ne veulent pas être indépendants. Et ça se respecte. Et comme ils ne veulent pas être indépendants, alors l'État français doit faire en sorte qu'il y ait une égalité de traitement envers nos territoires. Très bien. Merci en tout cas, Claudie, d'être venue aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange 398 et sur Bouygues, le canal 407. Vous pouvez également retrouver cette émission sur les Dailymotion de Télé-Antilles, le YouTube de Télé-Antilles également, sur le Facebook de Télé-Antilles. Claudie, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on a parlé, mais on a encore plein de choses à se dire. Oui, on a plein de choses à dire. Et puis, moi, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on se regarde et qu'on se dise les choses. Et c'est comme ça qu'on avance. Et il faut accepter donc voilà, la vision de l'autre, c'est important. Tu donnes la tienne, donc les gens, et puis c'est ça va créer du débat. Exactement. Et puis ça va créer également cette alchimie que, alors on l'a dit, hein, tu prônes pour un changement total de système. Oui. Moi, je pense que, alors je ne sais pas si on est prêt. Apparemment, mais ça mettra du temps. Voilà, ça mettra du temps. Nous, on ne verra pas les résultats. Mais non, nos enfants, nos petits-enfants. Probablement les petits-enfants, ouais, ça c'est sûr. Mais il en va de la survie de l'humanité. Et puis, je voudrais juste terminer par 2 phrases. Ce sont les phrases que je répète. Il faut que les gens les entendent, pas comme des phrases qui se répètent ou de jolies phrases, mais comme des phrases, une envie, une ambition qu'il faut mettre en pratique. Ou des préceptes, on pourrait dire ça. Je dis toujours que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et que s'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Parce que la notion de réussite, elle est importante. Les gens ont envie de s'accomplir, ils ont envie de réussir. Et leur dire que lorsqu'on s'unit, on réussit ensemble. Que les victoires des uns sont les victoires de tous. Si toi, tu perds, moi, je perds. Si je te vois défait, je suis défait. Ta défaite devient ma défaite. Ta victoire devient ma victoire. Si tu es une locomotive, je suis un wagon.
C'est comme ça qu'il faut que nous pensons, qu'il faut que nous agissions ensemble. Et malheureusement, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais on va y arriver. Le nouveau modèle de civilisation dont je parle, il passe aussi par ce genre de préceptes. Merci à toi, Claude Sierre, d'être venu dans cette émission Les Invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon, une mise en image signée Jean-François Saint-Louis, directrice des programmes. Daniel Borilla, merci à vous de nous avoir suivis. Et vous le savez, ici, à Télé-Antilles, notre devise, mon cher Claudie, c'est de rester toujours plus près de vous. Tu vois, elle est importante, cette chaîne. Tu vois, regarde, ce qu'on fait, on ne peut pas le faire ailleurs. Merci à toi. Merci.